Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous critique où nous parlerons, on sera assez parisien et grand parisien, mais aussi on fera une revue des tendances de l'année quand même. Vous n'allez pas pouvoir y échapper et évidemment il y aura les cartes blanches comme d'habitude. Commençons par l'îlot Saint-Germain, appelons-le comme ça, Paris 7e. Alors, depuis le déménagement du ministère des Finances à Ballard, la place était à prendre. En attendant l'hôtel de luxe des Qataris qui a pris la majeure partie de la parcelle, une opération de restructuration menée par la RIVP a fait naître une crèche de 80 berceaux, 250 logements sociaux et un gymnase. On pourrait dire que l'îlot de la Défense est ouvert, espérons que les digicodes ne viendront pas en limiter trop l'usage. La stratégie des architectes et des paysagistes a été de ramener vers ce cœur d'îlot théâtre d'une transformation d'un bâtiment des années 60 très banal, dont la structure béton permettait d'engager une mutation intéressante. On va en parler. En fait, le ton avait déjà été donné avec la transformation de la tour Laprade à Sully-Morland par Chipperfield, dont nous avons parlé autour de cette table. Mais ici, les logements sociaux, justement, sont issus de cette capacité qu'offraient deux bâtiments d'époques différentes et qui se faisaient face. Il en résulte un exercice typologique avec 83 plans différents. Un gymnase support du jardin, lui conçu par Antoine Regnault, est venu s'encastrer dans le sol au cœur de cet îlot régénéré par les architectes Brugel et H2O. Alors, Sophie, cet îlot. Bon, alors déjà, on peut souligner qu'il y avait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un prix d'écart d'argent qui avait été attribué à du logement. Donc ça, c'est plutôt vraiment une bonne chose. Et donc le casting H2O, François Brugel, a fonctionné très très bien. Donc H2O, ils ont quand même une très bonne expertise en patrimoine. Et donc on sait que dans des opérations de transformation comme ça, la question technique dans du patrimonial, elle prend toute son importance. Et donc là, c'était quand même des gabarits qui étaient pas faciles à travailler pour du logement, puisque c'est des gabarits très larges. Donc c'est difficile d'obtenir des logements traversants. Donc là, le duo d'architectes s'est appuyé sur cette question technique, justement, pour modeler, créer des plans d'habitation qui sont extrêmement intéressants. Donc sur le bâtiment le plus récent, ils sont venus construire une grille structurelle, donc qui s'ancre dans le sol et qui s'ancre en partie en façade du bâtiment et sur les noyaux des escaliers. Et le fait d'introduire de nouveaux noyaux de circulation verticale, ça permet d'introduire un maximum de bâtiments traversants. Mais malgré tout, quand on est au dernier étage et qu'on a une trame qui est moins large, on est dans des volumes atypiques. Et il y a quand même toute une réflexion sur ce qui peut amener la qualité au logement dans des volumes atypiques qui sortent de la norme. Donc on a par exemple des logements qui sont tout en longueur, mais qui s'ouvrent largement par des grandes baies vitrées filantes sur des balcons très larges. Donc malgré la petite surface, on a quand même une grande qualité spatiale. Et puis donc dans le bâtiment sur... La qualité spatiale par l'extension à l'extérieur. Par l'extension et puis aussi par le fait de pouvoir avoir une paroi qui longe la totalité du logement est fermée par... il est clôturé par une immense baie vitrée. Il n'y a aucune maçonnerie en fait. Il n'y a que des baies vitrées. Alors, le dessin de la grille, il brise aussi la rigidité du bâtiment d'origine. C'était quand même quelque chose de très compact, de très lisse.
Et en fait, il faut bien regarder dans les détails. Il y a quand même un dessin très subtil dans cette structure, notamment dans le décalage de la trame de poteau d'un étage à l'autre, ce qui permet de solutionner l'angle et de venir introduire une plasticité dans la grille, dans les angles. Donc ça participe de cette grande qualité. Et puis alors après, il y a quand même un travail sur la qualité des bétons, moi que j'ai trouvé vraiment remarquable. Déjà, il y a une teinte, ils ont réussi à trouver une teinte... C'est du béton blanc teinté dans la masse, oui, qui est bouchardé par voilà, ailleurs. Qui est bouchardé, donc il y a une belle texture et puis surtout une couleur superbe qui s'intègre parfaitement bien dans le tissu haussmannien. Donc peut-être justement parler de cette question du logement, ça revient aussi, enfin ça c'est intéressant aussi de se pencher un petit peu sur le travail de François Brugel dans le cadre du logement social, puisque lui il a toujours été vraiment dans le non-standard, dans des volumes très atypiques. Et donc son travail a été quand même vraiment souvent salué dans la presse. Donc je repense à la transformation d'un ancien bâtiment industriel sur les bords du canal Saint-Martin, ou ce qu'il avait fait aussi à la Samaritaine. Donc voilà, là c'est encore un autre cas de figure où il excelle en matière de logement. C'est vrai que François Brugel fait partie de ces architectes engagés sur la cause du logement encore, justement travailler les plans, la typologie et autres. C'est quand même très agréable à constater à chaque fois. Philippe. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette opération, d'abord, c'est son côté presque secret vu de la rue. Et je trouve ça intéressant parce que ce que j'ai toujours aimé, par exemple, dans les palais génois, ce qui a priori n'a rien à voir, et bien quand même, c'est que quand on est dans Gênes, il y a des espèces de façades énormes de bâtiments dont on ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a une espèce de luxuriance complètement dingue. Et là, il y a quand même quelque chose de cet ordre, je trouve très intéressant. Cette idée qu'en fait, c'est un travail sur l'îlot, et ça me passionne, parce que autant on a l'îlot haussmannien dont on sait la manière dont il fonctionne merveilleusement en ayant justement de l'habitat autour d'un vide. Là, on a de l'habitat autour d'un vide, mais ce vide, il va être rempli en plus. Donc, il y a quelque chose de très intéressant sur cette... Sur le fond, je trouve que c'est une réflexion sur les vides que je trouve extrêmement intéressante. Je trouve que par ailleurs, la façade, elle a quand même une très grande beauté stylistique. Elle m'a fait penser à Sol Lewitt. Je trouve qu'il y a quelque chose de ce travail de la sculpture de cet ordre-là que je trouve très, très... Vraiment... L'effet grille. Oui, bien sûr, l'effet grille, mais en plus avec tous ces décrochements, le fait que quand on se déplace par rapport à la grille, évidemment, elle change. Il y a aussi... Évidemment, on l'a dit, mais c'est quand même très intéressant de le signaler parce que le projet s'est construit dans le fait que dans l'augmentation, dans l'augmentation de sa façade, c'est-à-dire en rajoutant une partie, ce qu'on verra d'ailleurs aussi tout à l'heure quand on parlera du musée de la Marine, c'est ce qu'avait fait Carlu justement sur le Trocadéro. Donc c'est intéressant parce que là, il y a on a souvent parlé de l'augmentation de l'architecture par le haut. Mais là, on voit qu'on gagne par l'épaisseur. Or, c'est quand même toujours risqué d'épaissir un bâtiment, puisque justement, toute la question de l'éclairage s'en trouve compliquée. Et là, justement, on dirait que le principe de la complexité de l'augmentation fait que ça résout la question. Donc c'est quand même assez subtil. J'aime bien cette manière de penser, quoi. Voilà. La Caton-Vassal sont dans la même logique. Oui, absolument, bien sûr. De l'épaississement, d'avoir plus de liberté. Absolument. Je veux dire, pour le logement. Absolument. On gagne de la lumière en s'épaississant. Donc ça, c'est quand même. Par ailleurs, c'est quand même très intéressant de point de vue social, même de voir apparaître dans le 7e arrondissement ces 254 logements. Il paraît qu'il y a 3 niveaux de logements sociaux. J'ai pas très bien compris comment se répartissent ces niveaux, mais en tout cas, oui, parce que parfois il y a du social plus. Oui, il y a du social plus. Là, il y a tout. Il y a toutes les gammes. Alors on comprend aussi que ça s'est fait en échange de la possibilité sur une grande partie du terrain de construire aussi un hôtel de luxe, etc. Mais en tout cas, bon, il y a quand même là l'apparition d'un ensemble social en plein 7e arrondissement. Et encore une fois, je trouve aussi très, très, très intéressant l'idée que tout passe par une seule entrée.
Alors ça, c'est marrant, cette espèce de goulet, disons, où tous les logements sont desservis de la même façon. Évidemment aussi, c'est implanté au milieu un gymnase, donc c'est intéressant aussi dans la complexité apparemment de la construction. Il fallait imbriquer apparemment tous ces logements, mais en faisant passer en dessous ou en partie au premier étage et au rez-de-chaussée une crèche. Donc tout ça a dû être assez compliqué dans les fondations et même dans l'entente entre les architectes eux-mêmes. Donc ça ne doit pas être toujours très simple. Oui, mais ça, pour le coup, ça a l'air d'être très bien fonctionné. D'abord, les relations entre H2O et Bruegel sont évidemment extrêmement plus que cordiales et autres, et très opérantes. Et puis le troisième, Antoine Regnault, là aussi pour le gymnase. Parce que le travail en couple est très intéressant. Comment il travaille. Un peu comme dans l'îlot Candy avec Fuxas, avec les logements. Souvenez-vous, c'était exactement ça. Enterrer le gymnase, dégager. Là, il se trouvait que c'était des tennis et pas un jardin à l'époque, mais pourquoi pas? Oui, absolument. Voilà, non, moi, je passe la parole, mais c'est... Mon cher Richard, vous excuserez, Richard, il est un peu attaqué par par des miasmes, mais voilà, il va résister, on va l'aider. Richard. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Philippe. En ce qui concerne la typologie de l'arrondissement, du quartier Saint-Germain, c'est pas un quartier haussmannien, c'est un quartier d'hôtel particulier. Donc c'est des îlots très longs avec des cours, des jardins qui sont fermés complètement. Et c'est vrai qu'on a tendance en général à critiquer ceux qui enclavent. Mais moi finalement l'enclave, j'adore ça et je trouve ça super finalement que tu es dans une rue comme ça et puis elle est très fermée et puis tu passes à travers un porche et tu es projeté comme ça donc dans un autre monde. Là, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Après, François Bruegel, bon, c'est vrai que ce mec, c'est vrai qu'il s'est très spécialisé dans la réhabilitation, et surtout, il a théorisé ça. C'est-à-dire qu'il a théorisé le préexistant, hein, et d'ailleurs, il nous l'a expliqué qu'il avait retravaillé, parce qu'effectivement, le bâtiment était en béton, et puis il y avait des allèges qui étaient recouvertes de pierre, et donc il a réutilisé cette pierre. Donc ça fait des années qu'il fait ça, notamment dans le bâtiment, dans le 12e, là, donc, sur le boulevard des Maréchaux. Hein, c'est vrai qu'il avait fait attention à tout, restaurer, enfin pas restaurer, mais voilà, analyser ce qui est là, partir de ce qui est là. Et il fait ça d'une manière totalement sidérante, parce qu'en plus, il a fait ça depuis le début, quoi. Parce qu'en France, par exemple, bon, tu fais des équipements publics, un peu comme Dominique Coulon, qu'on va voir tout à l'heure. Eh bien, tu feras toute ta vie des équipements publics, quoi. Tu fais du logement, comme par exemple Frédéric Borel. Bah, toute ta vie, tu feras du logement. Et lui, il a fait de la réhabilitation. Et puis putain, il s'est enfermé dans une voie qui était pratiquement sans issue, quoi. Parce que la réhabilitation, c'était vraiment... Et puis, il avait qu'un argent. Bon, ça, je trouve ça vraiment super bien, quoi. Voilà, parce que ça récompense donc son travail depuis plus de 20 ans, quoi. Voilà, ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et puis ça récompense, donc, comme tu l'as dit, ouais, c'est vrai, donc une opération de logement social dans ce quartier du 7e arrondissement, quoi. C'est quand même sidérant. Voilà. Après, le bâtiment lui-même, bon, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a ce jeu de trame avec la trame décalée devant, et puis effectivement, il a mis à jour la trame béton existante, il a enlevé justement les allèges qui étaient recouvertes de pierre, et il y a un jeu comme ça sur les trames. Mais en même temps, c'est vrai que cette trame décalée, on voit ça partout maintenant, excusez-moi, quoi. On est allé à Lyon, il y avait un bâtiment de R.S. Mathéus, elle était là, tu te balades, je sais pas où, bon, c'est encore R.S. Mathéus, mais bon, ou Ingrid Ittard, voilà, elle fait ça aussi. Tout le monde fait ça, quoi. Donc, bon, ok, c'est peut-être pas le... Enfin bon, surtout que c'est bien qu'il a eu des cartes d'argent, il le mérite, ça c'est clair, parce que ça récompense à la fois un bâtiment, une opération, mais ça récompense aussi quelque part une démarche. Mais peut-être qu'il aurait pu l'avoir pour un des bâtiments que tu as cités. Bon, je ne connais pas le bâtiment qui est sur le canal Saint-Martin, j'ai vu que des photos, mais c'est vrai que c'est un bâtiment complètement délirant, quoi. Voilà. Isabelle, alors cet écart d'argent... Cet écart d'argent, oui, comme vous l'avez dit, elle récompense à la fois, je pense, une démarche extrêmement
louable, méticuleuse, une exigence. En fait c'est ça qui ressort quand même de ce travail où parce qu'il y a un bâtiment des années 60, mais il y a un autre bâtiment dans ce U qui date du XVIIe siècle, qui a été transformé. Enfin, on a quand même de l'hétérogénéité qui se traduit. Il y a deux bâtiments quand même qui sont très différents. Et plus cette structure poteau-poutre et qui vont donner le désir de créer le plus de typologies possible. Et effectivement, c'est un exercice d'architecture, mais c'est un exercice qui est porté par une idée quand même de l'habitat et donc de l'idée de presque donner autant de typologies qu'on va avoir de locataires parce que finalement, habiter, c'est essayer de trouver quelque chose qui correspond à des situations personnelles, voilà, c'est quelque chose de très intime, l'habitat. Et je trouve que cette idée, elle est beaucoup plus que théorique, que dans le cas de logement et d'habitat, c'est quelque chose qui est vraiment qui est très beau. Et moi, j'ai le sentiment que dans sa démarche, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, qui est de l'ordre du soin, quoi, de penser l'habitat en pensant aux habitants et qui se traduit dans ce projet-ci, parce que moi c'est le premier que je découvre en tout cas de Bruegel, mais par une attention vraiment aux moindres détails dans la partie la plus ancienne, donc le bâtiment 17e qui a été transformé un certain nombre de fois. On a ces très très grandes fenêtres là avec des volets intérieurs par exemple en bois. Enfin, il y a un nombre de détails, le traitement le paysager, puisque au-dessus du gymnase on a une forme de jardin, quoi, hein, qui est en relief, enfin voilà, avec des sortes de petites collines comme ça. Le jardin est réalisé par Élise et Martin Henbick. Hein. C'est ça, et auquel on sent que Bruegel tient énormément, parce qu'il a piloté aussi tout l'ensemble, et il a essayé de coordonner, qui participe. C'est la vue quand même c'est la vue qu'on a depuis les appartements. Et puis, il parle aussi de sa façade, de ses façades, comme d'une manière aussi d'habiller les bâtiments, de leur donner une forme de dignité, puisqu'on est dans un espace semi-public dans lequel vont rentrer à la fois les familles qui vont à la crèche, mais aussi les gens qui vont au gymnase. Et donc il faut que les bâtiments de logement aient une dignité de l'extérieur. Il y a une idée de dignité de l'habitat à l'intérieur, de dignité à l'extérieur. Enfin, il me semble que dans sa démarche, et ça se traduit dans ces logements qui sont très... Enfin, on n'en a vu que 2, mais on voit bien que voilà, ceux qui sont dans le bâtiment le plus ancien, il y a un côté, une hauteur de plafond comme ça de plus de 3 mètres, des parquets en bois. On a vraiment l'impression d'être dans des logements parisiens de très très haut standing en fait. Après, ceux qui sont dans l'autre, enfin, celui qu'on a vu effectivement n'était pas traversant, mais il avait ce grand balcon. Enfin, on imagine que 83 typologies, il doit y avoir beaucoup de surprises. Et en tout cas, il y a de la qualité partout où on peut en trouver, quoi. Enfin, c'est ce que Richard, je crois, disait il s'empare de l'existant et puis il le travaille pour en révéler le potentiel, mais à destination de quelque chose, d'une idée qui est très importante, qui est celle de l'habitat. Et c'est ça que l'Écart d'Argent, je pense, a voulu récompenser. Ça fait des années d'ailleurs que l'Écart d'Argent est dans une idée de récompenser de l'architecture, du quotidien. Et là, on est vraiment dans une forme, un mélange de générosité, de méticulosité, d'architecture qui va embellir la vie, qui va vraiment... qui va donner beaucoup, quoi. Et puis et effectivement là on peut aussi quand même saluer aussi ce que je fais pas forcément tous les jours, mais la mairie de Paris, parce que ça s'inscrit dans une politique aujourd'hui très affirmée de la mairie de Paris, qui est à la fois qui met à la fois l'accent vraiment sur la réhabilitation. Enfin, on va en voir beaucoup des projets qui vont sortir là à Paris. Il y a eu une exposition au pavillon de l'Arsenal qui en a montré, c'est des dizaines de projets de réhabilitation qui ont l'air, pour en tout cas un grand nombre, très intéressants. Et aussi une politique
quand même d'habitat social. Voilà, c'est le 7e arrondissement, c'est 4% de logements sociaux dans le 7e arrondissement, alors que la loi en impose 20 à 25%, je crois. Donc ça, c'est quand même... Ah, bon, moi, j'ai lu 4. Tu sais, si tu dis... Ah oui, ce qui est obligatoire, oui. Mais enfin, le 7e arrondissement, c'est 4%. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est la détertiarisation au profit du logement. C'est aussi ça. Parce qu'avant, c'était un îlot complètement fermé. Ne serait-ce que par la nature du lieu, le ministère des Armées, la Grande Muette, évidemment. Oui, bon, après, il faut rappeler qu'on est quand même dans une situation, effectivement, de crise du logement très aiguë, et à Paris en particulier. Enfin, bon, voilà. Donc, pour toutes ces raisons, saluons je crois qu'on peut le dire unanimement, ce travail de Bruegel et H2O sur l'îlot Saint-Germain. Alors, on va rester avec H2O, avec la rénovation du musée de la Marine, dans le 16e, juste à côté d'ici, donc H2O et Snoeta. Alors, rappelons tout de suite que le palais de Chaillot n'en est pas à sa première transformation depuis sa construction en 1878 par Daviou. L'étape majeure de 1937 a quand même marqué les esprits. Je rappelle, Carlu, Boileau et Azima refusent de faire un concours de camouflage lancé par le gouvernement en 1935 pour dire non, on va faire de l'architecture, et ils vont donc épaissir, vont s'appuyer sur l'existant, déjà à l'époque, donc ne pas démolir, s'appuyer sur l'existant pour développer un autre scénario. Il est donc iconique de la mutation du lieu, avec la création d'un espace public central face à la Tour Eiffel, partie majeure du projet. 20% d'espace ont été réunis en cette nouvelle mutation. Je rappelle que le concours a été lancé par l'OPIC en 2016, donc on pourrait presque dire que c'est une assez vieille histoire, mais ce sont des projets extrêmement complexes, on va en parler. Alors on entre sur le côté par une chicane. L'espace fait un coude avant de s'ouvrir sur un grand espace. Le public est accueilli par un scaphandre, acier calaminé sur les murs, plafond qui crée une houle. On est dans le bain, on pourrait dire. Répondre à la courbe par la courbe, disent les architectes. En plus de la réouverture de l'escalier historique de 1878, on notera la réouverture des baies sur le jardin, la création d'un oculus imaginé par Daviou en 1937. Ça, c'est quand même assez intéressant de réactiver une partie d'un projet historique. L'aménagement d'un auditorium ouvert visuellement sur le jardin avec des gradins rétractables. Bref, on ne va pas faire toute la liste de tout ce qui a changé. Je vais vous laisser tout de suite en parler. Mais je voudrais signaler que sur le plan structurel, en plus des doublages muraux qui intègrent tous les dispositifs, eh bien, signalons qu'il fallut renforcer les plafonds car le musée de l'Homme, qui occupe les 2/3 de l'aile ouest du palais, avait saturé sa capacité structurelle. Bref, un défi pour rendre le parcours muséal fluide. Alors, Philippe? Alors d'abord, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de transformer le musée de la Marine en musée de la mer. Donc il y a un objectif qui est... Il y a un glissement sémantique. Qui est évidemment d'attirer beaucoup plus de public, de s'ouvrir à l'actualité, suivre les courses, etc. Bon. Donc ça, c'est la première chose, parce que c'est vrai que le musée de la Marine, il avait quand même un côté poussiéreux, il avait même ce côté un peu musée de la Marine militaire, il y avait un côté... bon, ça c'est une première chose. Il avait ses adeptes, hein, attention. Hein, évidemment, bien sûr. C'était une collection extrêmement respectée. Bien sûr. Alors après, moi, je dois dire que quand même, pour entrer directement dans la question... Moi, je ne suis pas enthousiasmé par ce projet, même si je trouve que l'escalier rajouté est magnifique, que l'entrée est très belle, qu'ils ont redécouvert, comme tu l'as dit, ouvert partout des vues qui n'existaient pas. Bon, il y a tout un travail quand même qui est très... Mais je trouve que quand même, justement, cette idée de chercher la vague et l'onde comme une espèce de métaphore de tout le projet, je trouve ça quand même... en fait assez faible, au fond. Et si je dis ça, c'est parce que moi, ce que j'aimerais parfois, c'est qu'on puisse parler justement des bâtiments les uns avec les autres. Parce que tout à l'heure, on va parler du bâtiment qu'on a vu ce matin, là, le Forum des Arts. Le Forum des Arts, voilà. Où justement, il s'agit aussi de musique. Mais je trouve que justement, dans l'un, on a quelque chose qui serait une musique, si je devais parler du musée de la Marine, d'une musique, d'une onde, puisqu'on parle d'onde, c'est pour ça que je parle de musique, d'une onde qui serait une onde classique, je trouve,
Alors qu'on a, dans le forum qu'on a vu, quelque chose qui relève beaucoup plus pour moi du jazz, beaucoup plus du swing. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais je trouve que... Reviens à la mer. Voilà, mais justement, je trouve que c'est un peu, à mon sens, la faiblesse quand même de ce projet, même si je trouve qu'il est très beau. En fait, tu trouves que c'est trop métaphorique, c'est ça que... Oui, redondant. Par ailleurs, je trouve que la scénographie, mais ça, c'est pas, les architectes n'y sont évidemment pour rien, je trouve que la scénographie n'arrange pas le projet. Ça, c'est un autre problème, mais un problème plus général. Mais je trouve quand même que, même s'il y a eu des... Alors, il faut rappeler une chose quand même, c'est que si j'ai bien compris, les voûtes étaient... il y avait une obligation d'intervenir, parce que les voûtes, si j'ai bien compris, elles tenaient 7 minutes au feu. Donc là, ils ont fait une double coque dans laquelle d'ailleurs passe toute la tripaille et tout ça. Bon, il y a tout un... c'est extraordinairement bien léché. Il y a cet auditorium qui est en largeur, qui est avec des vues sur l'extérieur. Bon, tout ça est très très réussi. Hein. Oui, parce qu'il y a une maîtrise technique. Absolument, c'est incontestable. Mais je le trouve finalement pas aussi exaltant que pourrait l'être un bon naufrage. En fait, il ne s'est pas laissé emporter par la vague. Sophie Justement, ce que tu dénonces comme point faible, je trouve que c'est vraiment les points forts du projet. Et ils ont réussi à éviter cet écueil en travaillant sur l'onde, sur la courbe, sur la métaphore. Ils s'en sortent remarquablement bien. Et je trouve qu'il y a quand même une séquence d'entrée dans le musée, surtout quand on compare au musée de l'Homme et à Chaillot, qui est quand même vraiment habile. Parce que si on repense quand même, comment dire, dans le rapport à la ville, parce qu'on est quand même sur la place du Trocadéro, qui est pleine de monde, il y a tous les marchands ambulants, etc. C'est quand même, on est dans l'agitation urbaine, et ils ont fait un sas d'entrée. Comment dire, plongé dans le noir, avec cette constellation au plafond, que moi je trouve très très belle. Et donc ça, comment dire, c'est un espèce de sas de décompression. Et après on arrive dans ce hall qui est baigné de lumière, courbe, invitant, enveloppant, baigné de lumière. Et alors un travail sur le son que je trouve extraordinaire. Et puis après il y a quand même le point vraiment très très fort, c'est la déambulation dans le musée. Elle est complètement intuitive. Le fait d'avoir complètement dégagé ces espaces-là, d'avoir remis l'escalier à jour, et donc on ne fait plus la visite et le demi-tour et le parcours en sens inverse, mais par contre on a maintenant une boucle. Donc non, je trouve que c'est vraiment réussi. Et en plus c'est quand même une prouesse technique incroyable, puisque donc comme les architectes expliquaient, premier arrivé, premier servi. Et donc, dans les points porteurs, le musée de l'Homme n'avait vraiment pratiquement rien laissé de disponible. Donc, c'était quand même pas évident. Et puis, alors après, évidemment, il y a la richesse des collections. On est tout de suite, c'est une invitation au voyage. Et la question de la scénographie, elle est quand même à interroger, parce que ça fait quand même parfois il y a des naufrages, hein. Invitation au voyage, parfois il y a des naufrages. Faut quand même, et d'ailleurs des toiles absolument extraordinaires, des grands formats et autres, c'est assez quand même fascinant, la collection. Tout à fait. Isabelle, est-ce que tu t'es laissée prise par les vagues ? Je me suis laissée prendre, oui. Moi, j'ai un peu traîné mes guêtres étant enfant là-bas. J'allais quand même assez souvent. Et j'associais vraiment beaucoup ce musée à je sais pas, un peu les caves du capitaine Haddock, quoi. Il y avait un côté un peu Moulinsart, les frères Loiseau. Là. Pour moi, c'est un peu la même chose, quoi. Tout ça se confond dans quelque chose d'un peu poussiéreux et magique à la fois. Dont j'avais une certaine nostalgie, et je dois dire et en même temps j'avais aucune envie d'y retourner, hein. Voilà, j'avais bien exploré. C'était quand même poussiéreux, c'était quand même sombre, c'était quand même un espace extrêmement
contraint et mal fichu, comme le rappelait Sophie, quoi, où c'était un parcours où on allait jusqu'au bout, on descendait, on allait jusqu'au bout, et puis après on refaisait tout à l'envers. Enfin bon, c'était quand même... En fait, ce qui est assez marrant... C'était sombre. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est déjà le musée, déjà en 1937, le musée a dû se nicher en fait entre le millefeuille du musée de l'Homme, et là, à nouveau, ils arrivent en deuxième et ils sont obligés de se débrouiller avec le musée de l'Homme qui occupe les 2/3 du bâtiment. C'est assez marrant, c'est un peu injuste, quoi. Enfin, il y a un truc. Le musée de l'Homme, c'est un peu voilà, c'est lui qui prend toute la lumière, et puis le musée de la Marine, il est là un peu, bon, bah, il reste un tiers. Oui, donc, mais la Marine est insubmersible, attends. Alors, la Marine est insubmersible. Elle va résister. Et non, mais moi, je suis à la fois d'accord avec Sophie, et je suis aussi d'accord avec Philippe. C'est-à-dire que je trouve, franchement, que en soi, c'est quand même très réussi. Cette entrée, il y a quelque chose de magique, il y a la rupture avec l'extérieur, la scénographie de cette partie, qui n'est pas la scénographie muséale, mais enfin de spatiale, c'est très beau. Et puis après, tout d'un coup, l'espace se dilate, la lumière rentre. Et en fait, ce que je trouve réussi, c'est qu'à la fois, grâce à cet escalier qu'ils ont révélé, là, ils ont pu rendre fluide et rationnel le parcours. Et en même temps, il fallait rajouter des éléments, donc ils ont mis... dans la galerie centrale, la galerie des modèles, ils ont intégré 2 mezzanines et ils en ont fait des volumes, comment on dit, hélicoïdaux, qui sont, voilà, la courbe sur la courbe. Ça pourrait être très lourd, mais entre le fait que c'est un verre translucide blanc, très raffiné comme ça, et en fait il y a quelque chose qui est de l'ordre de en permanence, le parcours se fait dans une idée de compression et de dilatation de l'espace. En fait, voilà, ça rétrécit, ça ouvre, c'est un peu, il y a cette idée de vague en fait un peu tout le temps. Alors là où je suis d'accord avec Philippe, c'est qu'on est un peu déçu théoriquement, il y a quelque chose, je suis d'accord, bon, ok, la vague, musée de la Marine, c'est un peu comme quand Jean Nouvel fait la Rose des Sables au milieu du Qatar, quoi. Enfin, c'est bon. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans cet espace? Ça me paraissait pas évident. Il y a l'ouverture aussi, quand même, les ouvertures sur le jardin des Trocadéros, on sait où on est, et en plus elles sont opacifiées. Ce qui est un point fort Donc du il y a projet, quelque chose d'un aussi. peu magique. C'est comme si on était dans un sous-marin. Enfin, voilà, leur métaphore, elle est un peu plate, mais quand même pour produire un espace et des volumes que je trouve ça quand même, il y a une prouesse qui est assez remarquable dans cet espace qui était vraiment pas évident. Je sais pas, enfin moi j'aurais pas pu faire mieux personnellement. Oui, par ailleurs, juste une chose, c'est qu'on peut comprendre aussi l'idée de la courbe, parce que le bâtiment est courbe. Le bâtiment aussi, c'est une banane quand même. Hein, ouais. Ce qui est une Couronne, contrainte, c'est ce qui est une couronne. contrainte très forte. Richard. Oui, enfin, non, bon, tout ce que je vous ai presque tout dit, bien sûr, hein, parce que je parle en dernier, mais c'est vrai que ce qui est très bien, c'est l'organisation. Donc, vous avez parlé effectivement du fait qu'il y a eu la création de cet escalier. Donc maintenant, on va de l'entrée au fond du bâtiment, et après on reprend un escalier, on descend et on remonte. Donc ça s'organise très bien. Et surtout, bon, il y a 2 parties au bâtiment. Il y a les expositions, ce qui est tout le temps là, et puis les expositions temporaires. Et c'est vrai que les expositions temporaires, quelque part, elles expliquent le bâtiment, puisque cette séparation entre exposition temporaire et puis exposition pérenne, ça explique le bâtiment, puisque l'exposition pérenne est dans l'aile de Carlu, dans la partie Carlu, et l'autre est dans la partie Daviou, et les expositions temporaires sont dans la partie Carlu, Boileau, Azéma. Donc ça, vraiment, c'est fort. Voilà. Et puis après, bon, moi j'ai pas vu de vague, excusez-moi. Bon, j'ai vu simplement un truc, c'est que bon, le truc est courbe. Bon, c'est vrai que tu vois, la cité de l'architecture, bon d'accord, t'es là, tu vas pas être content que je dise ça, mais putain, mais c'est vachement. C'est toi qui as fait le projet, hein. Non, mais c'est vrai que tu fais une exposition là-dedans, mais c'est délirant parce que c'est super compliqué de faire des expositions dans un espace courbe, quoi, tu vois. Et donc c'est courbe. Donc tu vois, tu aurais envie de dire, voilà, ben, je vais redresser la courbe, quoi. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, et c'est ça que je trouve fou, c'est que c'est courbe. Et au lieu de calmer le jeu, putain, ils rajoutent des courbes, quoi, tu vois. Donc ça, je trouve ça bien. Et puis quelque part, je trouve que c'est peut-être un truc. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait ça à H2O, Snoeta, mais c'est un truc que tu retrouves souvent chez Snoeta. Hein, c'est l'idée de contre-intuitif, tu vois, voilà. Hein. Donc tu as un espace courbe, il faut calmer le jeu.
Donc tu vas plutôt faire je ne sais pas quoi, des obliques, n'importe quoi. Et eux, ils font des courbes. Et après, par exemple, tu as un opéra qui est sur l'eau, qui flotte sur l'eau. Et au lieu de le faire sur une barge ou n'importe quoi, tu fais au contraire une rampe qui descend dans l'eau. Tu vois, c'est aussi contre-intuitif. Et pour l'immeuble du monde, bon, excuse-moi, moi je te remercie, tu me l'as très bien expliqué, sinon je n'aurais pas pu en parler. Et donc, pour l'immeuble du monde, c'est vrai que c'est pareil, quoi. Bon, le projet, on en pense ce que l'on veut, mais tu vois, tous les autres mecs qui ont fait le concours, ils ont fait des tours, parce qu'il n'y avait que 2 points d'appui, et eux, ils ont fait un bâtiment, ils ont fait un pont. Donc tu vois, il y a le côté contre-intuitif, quoi. Tu vois, parce que je pense que c'est vrai, bon, ce sont des gens qui, un peu comme, c'est vrai que c'est assez proche de Nouvelle quelque part, parce que, enfin, le Nouvelle du début, quoi, c'est-à-dire il parle beaucoup, quoi. Je pense qu'il y a ce côté-là, il théorise donc une conception horizontale, donc tu vois, on parle, et puis c'est vrai que les idées, elles viennent comme ça, quoi, en discutant avec des gens, etc. Ça, je le comprends assez bien. Voilà, puis après, c'est vrai que bon, les collections, bon, c'est vrai que c'est... Bon, heureusement, on voit... C'est vrai que les toiles de Joseph Vernet, c'est vrai qu'elles sont parfaitement... On les voit parfaitement, elles sont mortelles, elles sont géniales. Il n'y a rien à dire, quoi. Parce que le truc est calme. Mais après, la scénographie, c'est vrai qu'elle est terrifiante, quoi. Parce que hein, la proue de bateau qui est dans le truc, elle casse tout, quoi, tu vois. Et puis aussi, franchement... Mais putain, j'en ai ras-le-bol. Tu dis que c'était des vieilleries, tout ça. Ouais, la maison du capitaine Haddock, tout ça. Mais oui, mais vivement qu'on revienne à la maison du capitaine Haddock, parce que maintenant c'est vrai que tu rentres dans un musée, voilà, c'est plus un musée, c'est des consoles de jeux vidéo, tu vois. Tu as les enfants comme ça qui hurlent et qui touchent les manettes, tu vois. Donc, alors qu'en plus tu as des maquettes de bateaux qui sont complètement démentes, mais tu les vois pas parce que tu as des écrans partout. Non, tu les vois pas, c'est vrai, il y a un côté comme ça, toi tu es attiré par les écrans, par la lumière, et les maquettes de bateaux qui sont vraiment le fond des collections, ça passe au second plan, tu vois. Là, il n'y a quand même pas trop d'écran, ouais. Je trouve. À part, vous n'avez pas dit... Oui, voilà, on ne peut pas dire qu'on est complètement pris. Il y a quand même la puissance des pièces est quand même oui, ça, c'est l'immersif. Voilà. C'est ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Voilà. Il faut qu'on sorte de là. Aujourd'hui, tout est immersif. Tu lis n'importe quoi, c'est immersif. Quoi. Non, moi, j'ai pas envie d'être immersif. J'ai pas envie d'être immergé. J'ai envie de voir des choses. Quoi. Et les voir à la bonne distance. Je voudrais rebondir un moment sur ce que dit Richard, parce que ça m'intéresse ce que tu dis sur cette idée du contre-intuitif. Mais alors moi, justement, j'ai le sentiment, c'est marrant, parce que ça m'intéresse ce que tu dis, parce que peut-être que je ne l'aurais pas formulé comme ça. Parce que pour moi, ce qui serait contre-intuitif, c'est justement de faire de l'orthogonalité dans une courbe. Mais en tout cas, ce que je remarque dans ce que tu dis, c'est que ce qui les caractériserait, c'est qu'ils ont poussé la chose. Ils ne l'ont pas freiné. Ils ont poussé les faits, disons. En ce sens, je trouve ça pas mal. Effectivement, je trouve ça fort. Mais moi, j'avais plutôt tendance à penser que c'était justement l'intuition naturelle, tu vois. Mais peut-être pas. En tout cas, un musée qui a rouvert ses portes. Je voudrais rajouter juste une chose aussi, c'est que le fait que justement ce musée de la Marine se retrouve le dernier à avoir de l'espace, etc., c'est général sur la question de la Marine en France. Parce qu'on dit toujours que la France, si je peux me tromper, mais je ne crois pas, a le 2e domaine maritime au monde, après les États-Unis, avec toutes les Madagascar, tous ces endroits, etc. Or, la France n'a jamais utilisé son potentiel maritime tel qu'elle devrait le faire. Je sais que les gens qui défendent ça le défendent ardemment. Alors on va complètement changer de sujet, quoique il va s'agir de réinvestir un lieu. On va parler de la réhabilitation du collège Anne Frank. Je dis bien réhabilitation plus que transformation. Pourquoi ? 43 ans après, de jeunes architectes, lauréats des AJAP en 2014, Mars Architecte, et auteurs d'un bâtiment en bois très réussi en cœur d'îlot, avenue de Saint-Mandé à Paris, relève le défi, car il s'agit d'un défi, d'adapter une œuvre de Jean Nouvel dans le Grand Paris. Le collège Anne Frank, construit en 80, avait été beaucoup commenté et publié, je le rappelle. Architecture d'aujourd'hui en avait même fait sa couverture à l'époque. C'était une architecture critique avec des guillemets, d'une époque de la standardisation des collèges et qui ridiculise au passage le postmodernisme. Architecture intégrant l'art à part entière avec le travail de l'artiste Pierre-Martin Jacot. Au-delà de la dimension esthétique et critique, le collège souffrait d'inconfort sur le plan thermique. Une forte surchauffe venant du verre, pour résumer.
Le concours conception-réalisation avec Bouygues pour une réhabilitation avec 20% d'extension est l'objet de ce travail dont on va parler maintenant. Le bâtiment a été entièrement désossé. Isolation par l'extérieur pour un gain de performance de plus de 35%. Au total, un palimpseste très intéressant car il a fallu aux jeunes architectes décrypter, comprendre, puis s'approprier l'œuvre pour la restituer en la déclinant. Et c'est toute la subtilité de ce travail dont Isabelle va nous parler. Ben, grande découverte, quoi. On arrive, donc on est à Antony, hein, dans un quartier un petit peu pavillonnaire, comme ça. Et puis, tout d'un coup, il y a cet édifice géométrique comme ça, assez rigoureux et puis coloré, quoi. Tout de suite, on voit que c'est un collège, il y a un parvis, il y a une entrée bien caractéristique, et puis il y a mais il y a ces couleurs, quoi. Il y a les façades en damier coloré, et ça déjà, c'est pas banal. Et donc on est tout de suite, on est interpellé, en fait. Le passant est interpellé, et forcément les usagers encore plus. Et puis donc on va passer, on passe la porte, et là on rentre dans un espace absolument dingue, quoi. C'est vraiment, on est dans donc c'est un hall, mais qui ressemble en même temps à un gymnase, mais qui n'est pas un gymnase, c'est juste le sol. Il y a des marquages au sol qui évoquent comme ça l'idée d'un gymnase, et puis on est dans un grand volume qui est traversé de poutres, une sorte de labyrinthe comme ça vertical, traversé de poutres en béton, mais aussi dominé par des couleurs rouges, blanches, une grille en néon rouge au milieu du ciel. Et plus on regarde, plus on est saisi par une foule de détails qui au début ne sont pas la première chose qui frappe, puisqu'on est déjà tellement saisi par la grande peinture, quoi, le tableau global. Mais plus on rentre dans les détails, plus la nature du projet, qui était l'idée de Jean Nouvel, se révèle, cette nature critique, qui est en fait, voilà, pour résumer, il a construit comme on faisait, en fait, comme on demandait aux architectes de le faire à l'époque, c'est-à-dire en piochant dans un ensemble d'éléments préfabriqués pour construire au plus vite les collèges, ce qu'on appelait les collèges Pailleron, triste référence de ce collège qui a été fait un peu trop vite et qui a pris feu et qui a conduit à une tragédie, avec beaucoup de morts, etc. Mais bon, ces collèges dits Pailleron, lui, il en fait la critique, puisqu'il va se servir de ce matériel préfabriqué pour faire une œuvre absolument singulière avec ce Jaco, et en détournant aussi les codes de l'architecture, en décrochant les caissons de béton du plafond qui donnent l'impression qu'ils vont nous tomber sur la tête, en installant des morceaux de colonnes doriques ici et là, des détails d'architecture absolument partout, dont il se sert de manière extrêmement ludique, mais également, mais qui tout simplement aussi fabrique un espace, interpelle l'usager. Voilà, donc c'est quelque chose de complètement fou. Moi, je connaissais pas ce projet. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'architecture de Nouvel. Mais après, ce qui est génial, c'est la réinterprétation qu'en ont fait Mars Architectes. Donc ils sont venus parce qu'il fallait remettre le bâtiment aux normes, et en particulier aux normes techniques. Thermiques, pardon. Mais qui ont intégralement respecté l'esprit, donc ce que je viens d'essayer de résumer, tout en s'affranchissant dans une large mesure de la lettre. Ils n'avaient pas le choix de toute façon, puisqu'ils ont été obligés d'isoler par l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ont fait la structure en béton, ils l'ont recouverte de tout un système de caillebotis. Ils ont changé le remplissage en verre, etc. Tout ça pour produire à l'intérieur plus de lumière,
plus d'espace puisqu'ils avaient la possibilité de faire une extension. Donc ils ont libéré et viré les faux plafonds, etc. Bon, un truc un peu classique d'ouvrir, mais ça veut dire qu'ils ont quand même aussi rendu des patios plantés qui avaient disparu au fil des années. Enfin, tout est extrêmement vertueux dans un sens aussi bien environnemental que esthétique, que d'usage. Et on a l'impression d'être dans un décor de teen movie américain, quoi, d'être dans Grease ou Breakfast Club ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose de grand plaisir, d'espace, de couleurs. Ils ont aussi, il y a un projet aussi paysager, quoi. Ils ont planté, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont pimpé le bâtiment de Nouvelles, ils l'ont mis au goût du jour, tout en restant complètement dans le même esprit. Il y a quelque chose d'intelligent, de généreux, de plaisir, quoi, et qui tranche avec une architecture que je défends, mais qui, c'est vrai, quand même, on est quand même les équipements publics aujourd'hui, on est quand même dans ces camailleux de matériaux naturels, de beige et de gris. Là, je dois dire que ça fait quand même, ça fait un petit coup de fouet qui est pas déplaisant. Donc voilà, moi j'ai énorme enthousiasme, aussi bien pour le projet de Nouvelles que pour le travail de Mars, que je trouve absolument remarquable. Alors la seule chose, moi, que je trouve regrettable, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il semblerait donc qu'avant que Mars rentre dans l'aventure, c'est à Jean Nouvel qu'on a quand même proposé de restaurer son bâtiment. C'est bien normal. Alors, c'est la moindre des choses. Et Jean Nouvel a effectivement proposé un projet, mais qui a été refusé parce que, visiblement, ses honoraires étaient absolument inenvisageables pour la maîtresse d'ouvrage. À la suite de ça, en plus, il aurait essayé de faire en sorte que le bâtiment reste intouché parce qu'il y tenait énormément, par ailleurs. Et donc en suggérant qu'on monte le chauffage, etc. Enfin, je trouve que c'est une occasion ratée pour Jean Nouvel, en vérité, qui aurait pu, s'il avait peut-être été un peu plus généreux, réussi à faire preuve prouver qu'il était peut-être encore dans son époque, voire poursuivre sa réflexion critique en la portant sur l'architecture d'une époque, ce que Mars a fait de manière admirable, puisque le bâtiment est aussi une critique de l'architecture des années 80 et de ses faiblesses, quoi. Voilà. Oui, mais en tirant aussi la force de ce projet-là. C'est ça qui absolument. Ça, non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est là le génie du projet. Mais en même temps, ils ont prouvé qu'on pouvait en faire une architecture durable et contemporaine. Sophie. Oui, il y a vraiment plein de choses intéressantes à dire sur ce projet. Quand même, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, donc c'est la moindre des choses de demander à Jean Nouvel, mais on se souvient quand même qu'à l'Institut du monde arabe, il y a eu des transformations qui ont vraiment complètement bouleversé le concept d'origine, et que là, on n'avait pas demandé l'avis à Jean Nouvel. Donc la question quand même du droit d'auteur en architecture, elle se pose, et même là à Antony, puisque le bâtiment avait été quand même très abîmé. Donc Isabelle parlait de ces magnifiques plafonds en caisson béton. Donc au fil du temps, il y avait un faux plafond qui avait été installé. Quoi d'autre? Il y a un préau qui avait été ajouté, qui n'était pas du tout dans l'esprit de Jean Nouvel. Oui, les patios aussi, les patios qui avaient été fermés. Et donc Mars Architecte, c'est une architecture très cérébrée, parce qu'il y a déjà en premier lieu une recherche archéologique sur le travail de Jean Nouvel. Ça, c'est l'intérêt. Voilà, oui. Donc, ils se sont complètement fondus, ils se sont mis dans la peau de Jean Nouvel. Donc ça, je trouve que c'est remarquable à plusieurs égards. C'est aussi faire preuve d'humilité, puisque à un moment donné, oui, ils sont créatifs, mais ça reste quand même complètement, je trouve, voilà, ça reste la signature de Jean Nouvel. Et donc, justement, on voit à quel point ce bâtiment très, très singulier, très, très typé,
40 ans plus tard, il garde toute sa pertinence culturelle. Donc ça, c'est très intéressant. Alors après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une performance technique qui est non négligeable. Hein, c'est quand même une leçon thermique appliquée à la préservation de l'architecture, puisque c'était un bâtiment qui était pétri de ponts thermiques. Donc il y a aussi un travail très intelligent de la part des Mars. Et en plus, sur un terrain qui était périlleux, puisqu'il faut quand même signaler que c'était un marché public global de performance. Donc, ils sont jugés non seulement sur la qualité plastique et programmatique, mais sur les objectifs de consommation. Oui, donc là, ils peuvent. Enfin, c'est quand même pas très confortable. Ce genre de marché, c'est quand même pas très confortable pour les architectes. Et alors après, ce qui est très intéressant aussi, c'est la manière dont ils ont travaillé, puisque ils ont travaillé, donc l'architecte de Marx expliquait que ça a été un peu un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un espace qui était occupé par de la technique et qu'eux, ils récupéraient un autre espace pour déplacer la technique et qu'ils récupéraient cette salle pour en faire une salle de classe. Donc ça a été comme un jeu de taquin comme ça permanent. Et puis un travail sur les circulations. Là, ça renvoie un petit peu au bâtiment de Vurpas qu'on a vu il y a quelques mois. C'est-à-dire il faut expliquer, c'est que parfois ils ont supprimé une classe pour précisément augmenter les circulations, pour retrouver ensuite la classe plus loin. C'est quand même un travail très très intéressant dans la même enveloppe, avec des coûts extrêmement maîtrisés. C'est une véritable performance, moi je trouve. Oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve non plus avec des couloirs sombres et éclairés artificiellement avec des classes de chaque côté, mais on n'a que des couloirs très larges éclairé naturellement. Donc c'est vraiment un gain incroyable. Philippe. Franchement, tout a été dit. Moi, j'aime énormément ce projet. Il y a tout pour me plaire. C'est-à-dire, il y a un premier projet critique, un deuxième projet critique, en plus une réussite esthétique, parce qu'on pourrait tomber dans un truc cérébral, et c'est pas du tout ça. J'ajouterais juste, moi, parce que vraiment, je trouve que vous en avez très bien parlé, il m'a semblé que les personnels enseignants qu'on a vus, c'est-à-dire pas grand monde, mais on a vu la directrice de l'école, un professeur assez impliqué, il m'a semblé qu'ils étaient très, très conscients la chance d'avoir cet outil architectural et il m'a semblé qu'ils s'en servaient, c'est-à-dire que ça dynamisait aussi peut-être même les pratiques pédagogiques. Alors je ne sais pas si c'est comme dans toutes les écoles maintenant qu'on signale la fin de la récréation en changeant les musiques, en faisant des trucs marrants les uns derrière les autres, mais j'ai eu l'impression que c'était lié aussi à ça, qu'il y avait une espèce de joie de vivre dans cette école. Il me semble que c'est un outil pédagogique. Là, l'architecture, elle me semble vraiment faire du bien à la pédagogie, quoi. La musique de la Panthère Rose, la sonnerie, Henri Mancini. Voilà, il manquait là. Non, mais je trouve vraiment, j'aime énormément ce projet, hein, vraiment. Et pourtant, je dois dire que si j'étais passé devant en regardant le bâtiment, sans savoir toute cette histoire, j'aurais trouvé peut-être que le bâtiment était un peu vraiment années 80, un peu, mais justement, il a cet intérêt qu'il nous rappelle que parfois, il faut quand même un peu s'arrêter, regarder et essayer de comprendre, quoi. Oui, et comme l'a très bien dit Isabelle, c'est l'intérieur, l'espace central. C'est déjà une séquence extrêmement forte où tout est distribué, tout est dit, j'allais dire à la fois sur le plan critique, artistique. Non, c'est un vrai manifeste, ce projet. Il y a de l'humour en plus. Il y a une part d'humour aussi qui est quand même étonnante, quoi. Oui, parce que, comme je l'ai souligné, Nouvel, il se fout de la gueule du postmodernisme. Là, pendant ses bouts de colonnes et autres. Alors, la question est ça, c'est est-ce qu'il se fout un peu de Jean Nouvel ? On dirait pas, mais c'est la limite. Mais dans les écoles, il faut des maîtres, c'est bien. Richard. Non, mais quand je vois ce bâtiment, j'hésite entre deux choses, quoi. La première, c'est la phrase là, du héros de Lampedusa, là, le guépard, qui dit voilà, changer pour que rien ne change. Voilà. Tu as l'impression que rien n'a changé, et quand tu regardes bien, oui, ça a changé. Il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà, c'est ça la phrase. Oui, tout change. Enfin, il faut changer. Tout. Non, il faut changer. Non, il faut changer pour que rien ne change. Et donc là, si tu veux, ils ont épaissi quand même malgré tout les éléments porteurs. Et aussi, c'est ça. Et très souvent, ils
ils ont épaissi alors qu'il y avait une très grande différence là chez Nouvelle entre les éléments qui portaient et puis les éléments qui étaient portés, et là elle est presque abolie, quoi. Ça devient beaucoup plus minimaliste. Et surtout, c'est la dernière poutre en haut, elle est beaucoup plus haute, et donc ça crée un effet d'attique. Et c'est vrai que là, on voit bien sur les photos que l'image de droite, là, le bâtiment principal qui a été réalisé, c'est vrai qu'il est voilà, beaucoup plus. Il y a une certaine monumentalité que n'avait pas celui de Nouvelle, quoi. Je trouve ça vraiment totalement étonnant. Et après, l'autre chose, c'est. Tu vois, périodiquement, et c'est ça d'ailleurs, je trouve l'avantage des romans étrangers, tu vois. Tu vois, récemment, il n'y a pas très longtemps, je me rappelle, il y avait un mec qui avait traduit Dostoïevski d'une manière complètement décapante, et donc tu le relisais d'une manière complètement différente, quoi. Et là, je trouve qu'il y a ce travail comme ça de relecture, de traduction, c'est complètement décapant. Et c'est vrai que voilà, il en a beaucoup rajouté sur Nouvelle. Bon, comme tu l'as dit, c'est vrai que voilà, ce qui est fou, c'est que voilà, pour le sol, voilà, au lieu de prendre, je sais pas quoi, peut-être que l'aurait fait un postmoderne, le sol de Michel-Ange pour la place du Capitole, voilà, il a pris donc un tracé au sol d'une salle d'un terrain de sport, voilà. Et après, effectivement, voilà, après et surtout il en a rajouté parce que donc chez Nouvelle, il mettait, je sais pas, des corniches comme ça sous les poutres, et là il met des radiateurs sur les poutres. Voilà, il y a un jeu comme ça, un petit peu. Voilà. Et surtout, il a bien compris que Nouvelle s'était fixé certaines règles, comme ici, là, par exemple. Il ne faut pas dire comme ça, il faut pas dire ça, mais donc, comme l'image que vous allez voir avec les parpaings qui ont des chiffres. Voilà, les chiffres, ils correspondent à quelque chose, quoi. Voilà. Ils correspondent à la place du parpaing dans le mur. Voilà, certaines. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a eu tout ce travail comme ça d'analyse du projet de Jean Nouvel, et après surtout un effet de surenchérissement, et ça je trouve que c'est parfait, quoi. C'est un peu comme si voilà, le projet il était là, et puis en même temps on nous l'expliquait, quoi. C'est ça qui est trop génial. Il faut souligner que Mars Architectes, ils sont passés chez Jean Nouvel aussi, hein. Ils étaient vraiment... Mais là, il y a un travail sur le respect et en même temps sur la réinterprétation qui est intéressante. Parce que c'était pas il ne s'agissait pas, comme dans un bâtiment historique, de le restaurer. Il s'agissait de lui donner une vie, j'allais dire, plus agréable, puisqu'il y avait un vrai problème. Et puis quand même, il y a quand même la volonté de faire que l'architecture, elle soit perceptible. C'est-à-dire qu'il y a l'installation partout de mystères, quoi, de choses bizarres. Je pense que quand on est collégien ou je sais pas quoi, on s'interroge, quand on dit qu'est-ce que c'est que ces numéros sur les parpaings, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ces bouts de corniche, qu'est-ce que c'est que tout ça, c'est intriguant, quoi. C'est vrai, les radiateurs posés un peu comme des bancs, mais en fait c'est pas des bancs, c'est des radiateurs. Il y a des tas de choses comme ça, et je pense que ça doit rendre l'architecture comme un jeu de piste, quoi. C'est assez passionnant. Il disait les profs que les élèves, surtout au début, posaient beaucoup de questions, et qu'il y a même un élève qui fait son stage de 3e chez Mars, c'est quand même pas banal. Dans le CDI, il mettait en avant des livres d'architecture. Enfin, il y a vraiment... Et c'est intéressant parce que, même par rapport à Nouvelle, parce que Nouvelle, quand même, l'architecture, il était quand même... Il y avait cette idée d'une architecture de signes, etc. Et là, il y a quand même cette idée de l'architecture de signes qu'on peut vraiment critiquer aussi, quoi, l'architecture comme signe. Bon. Mais là, dans un lieu finalement d'éducation, dans les lieux pédagogiques par excellence qu'est l'école, et ben ça fonctionne, quoi. Il y a quelque chose qui directement s'adresse aux élèves et dont s'emparent certainement pas tous les profs, mais un certain nombre. Enfin, c'est assez beau quand même. Oui, non, dans le rapport participatif aussi, il faut quand même souligner le travail qui a été mené en atelier par ce professeur qui assistait à la visite, donc qui est professeur d'histoire-géographie, mais qui a fait un atelier participatif avec les élèves à propos de la transformation du lieu
et qui souhaiterait monter un jour un atelier d'architecture au sein de l'école. Donc c'est quand même, c'est quand même exceptionnel. Hein. Et puis sa motivation, c'est-à-dire qu'il avait demandé à être là parce que justement il avait été transformé. C'est quand même intéressant. Il y a quand même une belle histoire autour de tout ça. Hein. Alors, continuons dans le Grand Paris et allons à Montigny-le-Bretonneux. Alors ça fait un peu bizarre ce nom, mais donc à quelques encablures du Versailles du peuple de Ricardo Bofill, ça va vous rappeler des choses, c'est-à-dire les arcades du lac, programme de logement conçu dans cette ville nouvelle. Eh bien on trouve ce forum des arts, le forum Charles Aznavour. Donc rappelons une chose. Cette commune de Montigny-le-Bretonneux, qui était passée de 800 à 32 000 habitants, comme ça, juste en une vingtaine d'années, se trouvait être la ville-centre d'une communauté d'agglos de 230 000 habitants. Vous voyez déjà, là, ça lui donne un côté très métropolitain, où se sont implantées nombre de grandes entreprises, à tel point qu'il y a plus d'emplois que d'habitants, ça c'est assez intéressant, dont le technocentre de Renault ou le siège de Bouygues, le fameux Challenger, conçu par Kevin Roach. C'est dans ce contexte que ce bâtiment culturel de 3500 m² a émergé en lieu et place d'un ancien collège, semble-t-il. C'est un bâtiment en béton, densité de la masse oblige pour un équipement musical, une architecture fabriquée autour de l'acoustique, un travail d'imbrication où les salles s'enchaînent dans un beau parcours architectural, la couleur est en prime, comme souvent dans le travail de Coulon, fil rouge et film dichroïque. Explication, Richard. Oui, c'est un bâtiment très intéressant de Dominique Coulon, un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, parce qu'il fait souvent des volumes en torsion. Là, c'est plus simple. Là, c'est plus une imbrication, voilà. Donc, et c'est une imbrication aussi qui a été permise et accentuée par le fait que c'est une école de musique. Et c'est vrai que dans une école de musique, il faut que les salles, d'abord, aient des formes un peu étranges pour créer du volume, et puis aussi donc aient des murs non parallèles pour éviter la réverbération. Voilà, donc il était très à l'aise là-dedans, hein, dans ce type de projet. Et ce que je trouve très intéressant par rapport à ces autres projets, c'est, bon, comme tu l'as dit, c'est l'utilisation des films dichroïdes, parce que donc à la fois, bon, on le voit sur les images, donc bon, c'est une structure très simple en béton, hein, donc voilà, c'est des murs porteurs en béton, et puis tout ça, quelque part, c'est un peu presque perturbé par les ambiances lumineuses qui sont créées par ces films dichroïques qui sont posés sur les vitrages zénithaux. Et dichroïque, ça veut dire que la lumière change, quoi. Donc le filtre est d'abord bleu, et puis on s'avance, on bouge, et ça devient rouge. Et donc ça crée quelque chose. C'est important de souligner qu'elle change en fonction de l'angle du regard. Ça, c'est... Voilà, mais surtout, il y a quelque chose de fascinant, parce qu'il y a à la fois donc, un bâtiment simple, avec des murs porteurs en béton, et puis après, donc, il y a une ambiance qui est totalement différente, et il y a une sorte de contradiction entre, disons, la structure du bâtiment, et puis quelque part le ressenti. Voilà, et puis il y avait un auteur, peut-être, putain, je ne me rappelle pas de son nom, je crois que c'est Janssen, voilà, qui avait travaillé sur les cathédrales gothiques. Et puis, il avait critiqué Panofsky en disant putain, Panofsky, il n'a rien compris. Les cathédrales gothiques, c'est pas uniquement la structure, voilà, c'est aussi l'ambiance lumineuse. Quoi, voilà. Et l'ambiance lumineuse, c'est complètement autre chose. Quoi, ça. Et là, c'est pareil. Donc, il y a cette opposition entre structure, avec ses murs en béton, et puis l'ambiance lumineuse qui est générée. Voilà, puis comme il nous l'a expliqué, c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est ces vitrages qui donnent sur les salles et qui permettent, quand on arrive dans le hall, on peut voir ce qui se passe dans la salle principale, la salle de représentation, ou quand on passe dans la rue, on peut voir la salle de piano ou la salle de percussion. Bon, tout ça, c'est assez magistralement fait. Et c'est vrai que, voilà, donc il y a des volumes, donc je l'ai dit, voilà, très, très bizarres, là, les espaces très bizarres, là, pour avoir cet effet de volume.
ce travail sur la lumière, les films dichroïdes. Là, ici, bon, on le verra dans d'autres salles, le travail avec la lumière artificielle, là, les néons, tout ça. Donc c'est tout à fait maîtrisé. On le reconnaît bien là, Sophie. Oui, je trouve que c'est un bâtiment qui prend toute son importance dans le contexte de Montigny, le Bretonneux, puisqu'on est quand même dans un espèce de pastiche, comment dire, enfin, ça, voilà, un habitat pavillonnaire de banlieue. Ça, moi, ça me rappelle un peu Marne-la-Vallée. Et donc là, cette masse solide en béton, elle vient apporter une assise. Moi, j'ai trouvé dans un environnement qui avait une certaine fragilité parce qu'on voilà, on sent que c'est quand même une architecture de pacotille. Donc cette assise-là est bienvenue. Il n'a pas créé un monolithe. Par exemple, le théâtre de Montreuil, c'est quand même un objet assez organique, très fort. Et là, c'est plus... Oui, c'est un monolithe fractionné. Oui, voilà. Et oui, c'est enfin, bon, d'extérieur, il est sorti de son exercice habituel. Oui, c'est ça que mais il a quand même une lourdeur dans le quartier, sans être lourd, mais c'est plutôt par rapport vraiment au restant des constructions. Donc moi, je trouve qu'il vient asseoir quelque chose. Et donc dans la perception des lieux, je trouve que c'est voilà, il s'affirme en tant que équipement public, culturel, fédérateur important. Et puis alors après, il y a une complexité spatiale, un travail sur la lumière qui est vraiment remarquable. Il suffit de voir les coupes. Voilà. Alors c'est quand même justement en contrepoint de ce qu'on peut voir quand même dans pas mal de projets, ce qui n'empêche pas des projets de qualité, mais on est quand même beaucoup dans l'orthogonalité, dans le dépouillement, dans la grille, dans la mise à nu de la structure orthogonale. Et là, c'est tout le contraire. On est dans quelque chose d'extrêmement complexe, pas compliqué, mais d'extrêmement complexe, avec un travail sur des communications visuelles extrêmement travaillées. Et alors après, moi, ce que j'ai apprécié également, c'est que avec ce travail sur la lumière, il a évité l'écueil de sombrer dans quelque chose qui aurait été trop sacré. Donc finalement, qui n'aurait pas forcément été en correspondance avec sa fonction, parce que c'est quand même un lieu de création, on n'est pas dans le recueillement. Donc il y a ça, et puis l'attention quand même portée aux espaces collectifs, ces grandes banquettes en bois sur une espèce de place centrale, alors que c'est vrai que quand même souvent dans les conservatoires, les lieux d'attente, c'est plutôt un banc qui est placé dans un couloir, et c'est pas forcément agréable. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus convivial, d'accueillant, de chaleureux. Voilà, donc je trouve que c'est très réussi. Isabelle ? Moi, j'ai été carrément bouleversée par ce bâtiment. C'est l'effet Charles Aznavour. Ça doit être le grand Charles. Non, c'est pas lui, le grand Charles. Bon, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que il a un peu pris le contexte, c'est-à-dire à la fois cet environnement quand même très triste là, de petites barres d'immeubles de 3-4 étages, de Montigny, le Bretonneux, et une parcelle qui trouvait à la fois petite et puis qui était tristement rectangulaire. Coulon a pris ça comme un défi. C'est-à-dire que bon, le programme l'intéressait, mais il voulait en fait dialectiser ça au maximum, et c'est vraiment ce qu'il a fait en structurant son bâtiment comme, c'est un espace en fait qui donne l'impression d'être quelque chose de très irrationnel, puisqu'on est là aussi, je parlais tout à l'heure de dilatation et d'expansion de l'espace, mais alors là c'est vraiment dans des proportions, on passe de zones où le plafond est extrêmement bas, mais en même temps où les vues circulent tout le temps, la lumière passe de partout, enfin tout est
constamment transpercés. Enfin, il y a en fait, c'est vraiment, il joue avec l'horizontalité, la verticalité, et en ouvrant en permanence les espaces les uns sur les autres. Et c'est en apparence irrationnel, mais en réalité, c'est totalement rationnel, c'est ce que disait Richard au début, puisque tous ces angles voilà, qui permettent cette communication, ce passage de la lumière, finalement cette unité de l'espace sont justifiés par des raisons strictement acoustiques. En tout cas, dans les salles, pas forcément dans les circulations, mais ça devient la grammaire du bâtiment. Dans les salles, en réalité, ce qu'il explique, c'est qu'il est complètement... Bon, peut-être il accentue le trait, mais en tout cas, il dit qu'il est complètement guidé par son acousticien, et en tout cas, il a suivi ses recommandations pour finalement casser l'orthogonalité de cette parcelle, l'orthogonalité qui lui était imposée, et créer à l'intérieur une sorte de refuge, quoi. C'est un monde alternatif, c'est un endroit où on n'a pas envie d'en sortir une fois qu'on est là-dedans. Quand on est à l'intérieur, on oublie, mais alors complètement. Mais c'est pas seulement qu'on oublie, c'est qu'en fait on rentre, et puis quand on arrive au rez-de-chaussée, on aperçoit, on voit, là on commence à voir, quand on regarde par l'escalier, ces ouvertures zénithales avec donc ces colorations absolument incroyables de bleu, de mauve, de rose qui viennent sur le béton former des projections comme ça géométriques, mais on les voit de loin. Et puis en fait, toute la circulation, toute la promenade se fait en montant, et l'espace s'ouvre, et on évolue entre des pièces qui sont des pièces blanches, des pièces rouges, puis il y a le théâtre qui est noir, quoi. Mais ces pièces rouges qui ont un caractère, c'est un rouge. En fait, il y a deux rouges différents, quoi, quand on regarde bien. C'est un rouge un peu lynchien, quoi. Franchement, je sais qu'on avait parlé une fois des bâtiments qui convoquent des références, mais là c'est constant, et je ne sais pas lesquels sont délibérés ou pas. Je ne suis pas sûre qu'il ait pensé à Lynch, ça m'étonnerait, mais bon, moi qui suis en train de revoir Twin Peaks, là, il y a un côté complètement lynchien, mais les ouvertures, les couleurs pastel, ça fait on pense à Dan Flavin, et puis quand on arrive en haut, là, dans ces grandes salles de danse complètement éclairées, la salle Pina Bausch, je sais pas, là c'est plus Robert Reimann, ou je sais pas, enfin il y a vraiment, il y a quand même, enfin c'est fou, quoi, parce que c'est pas des références pour des références, je dis ça, c'est parce que c'est très très fort, en fait, l'atmosphère qui crée, mais qui crée aussi avec des détails. Par exemple, tous ces panneaux acoustiques qui recouvrent les murs, ça devient une esthétique, c'est extrêmement élégant, et ça crée une unité qui fait que il y a des espaces qui sont totalement spectaculaires, mais après il y a des petites salles de piano, mais qui vont prendre, en fait, l'émotion, oui, il y a une forme il y a une atmosphère, en fait, qui se répand littéralement partout, et qui fait que, y compris dans des espaces anodins, on a l'impression que c'est sublime. Il y a quelque chose, et plus on monte, plus, moi je suis pas d'accord avec Sophie, moi je trouve qu'on va vers quelque chose, on touche presque à quelque chose de sacré quand on arrive en haut, enfin l'impression en tout cas d'être dans quelque chose qui serait l'équivalent d'une église laïque, d'art, quoi, de musique, et qu'on est dans ce refuge qu'il a voulu créer. Enfin ça, je trouve que c'est hyper réussi par rapport à ça. Je me suis dit même, le seul regret, moi, c'est qu'il n'y ait pas un bar ou un restaurant, parce que c'est un conservatoire, mais ça pourrait être un lieu de vie, franchement. Non, mais ça devrait être un lieu de vie. Et puis d'ailleurs, quand on se balade dans les couloirs, malgré tout le travail acoustique, ou même à cause du travail acoustique, le travail acoustique a été poussé si loin qu'on entend quand même un peu de l'extérieur la musique qui s'échappe, c'est-à-dire qu'on voit aussi ce qui se passe. On peut voir les musiciens, on voit ce qui se passe. Enfin, et puis il y a ces bancs. Ah oui, je pensais aussi à autre chose, parce que ces bancs qu'il a fait, c'est un peu une référence à un meuble de Rem Koolhaas. Et bon, effectivement, c'est une version un peu appauvrie, hein, du meuble de Koolhaas, mais il y a quelque chose d'assez koolhaasien dans le bâtiment, dans cette géométrie un peu folle, et qui en même temps est complètement justifiée sur le plan du programme, dans l'usage des couleurs, dans l'usage des luminaires. Voilà. Enfin, je trouve ça très remarquable et très émouvant. Même enthousiasme, Philippe? Oui, moi je dirais, je ne vais pas en rajouter trop, mais simplement, j'ai dit tout à l'heure
que j'avais le sentiment que ce bâtiment, il swingait. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand Bertrand Tavernier a fait son film là, qui s'appelait Midnight, Around Midnight, il avait pris Dexter Gordon comme acteur, saxophoniste. Et il disait, j'ai tout de suite su que c'était un jazzman parce que j'ai vu comme il marchait. Et il marche, quand il marche, il swing. Et ce qui m'a plu dans ce bâtiment, c'est que je trouve qu'avec une écriture qu'on pourrait dire corbuséenne, d'ailleurs, je trouve que les parties en haut avec l'éclairage font vraiment penser à l'église de Firmini de Corbu, même si ce n'est pas Corbu qui l'a terminé, mais enfin, c'est quand même un projet de Corbu. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Et je trouve qu'en dépit de ce qui pourrait être une orthogonalité corbuséenne, je trouve que le fait qu'il ait fait en permanence des légers désaxements, le fait que la rampe, par exemple, qui permet de monter le long d'escalier, se continue pour devenir un mur qui lui-même est penché et fait qu'on peut voir un côté mais pas exactement de l'autre. Il y a toute une série comme ça de mini subtilités qui sont comme des dièses ou des bécards, enfin des trucs comme c'est comme une partition qui est en permanence, je trouve, touchée comme ça et bousculée. Très très légèrement, mais comme vraiment un travail sur la musique. Et c'est pour ça que je trouve que c'est... Alors là, on est je trouve une œuvre dont le concept est parfaitement mis en scène, quoi. Oui, et pour autant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, tu vois, parce que c'est vrai que ce mec, il est un petit peu on dirait pas, enfin, prisonnier de son écriture ou de sa formation, parce qu'il vient vraiment donc, de Belleville, c'est une écriture très corbusérienne. Mais ce qui est fascinant, c'est justement ça, c'est qu'il cherche tout le temps à en sortir. Quoi, tu vois. Ça me rappelle le film on a beaucoup cité de cinéastes, mais le film de Philippe Kaufman, à l'étoffe des héros, où c'est le pilote d'avion, à la fin, il est dépassé parce que maintenant les gens partent en fusée, et lui, avec son avion, il sort de la stratosphère, là, et puis voilà. Et lui, c'est un peu comme ça, quoi. Il est là, il est dans son écriture, mais il interroge plein de choses, quoi. C'est vrai, là, les filtres, la fois d'avant, vous n'y êtes pas allé, mais pour la médiathèque en Corse, c'est vrai que c'était autre chose, c'était des formes plus arrondies. Il sortait un petit peu des angles, il avait des formes beaucoup plus arrondies. Voilà, c'est quelqu'un qui... Et puis je vois aussi, parce que c'est un enseignant, et à ses étudiants, bon bien sûr, ils sont toujours un peu prisonniers de ce vocabulaire, mais en même temps, il leur demande de s'interroger à des tas de choses, quoi, voilà. Donc je trouve que tu as bien mis l'accent là-dessus, bravo. En tout cas, pour autant, ce n'est pas trop métaphorique, hein, pour reprendre notre discussion de tout à l'heure. Parce que justement, là, je trouve que c'est subtil. C'est-à-dire, voilà. Oui, mais je trouve que ça donne envie d'aller faire de la musique, quoi. Ça donne envie d'aller travailler un instrument. Parce que, je sais pas, je trouve que le bâtiment, en même temps, il a quelque chose comme si c'était un instrument de musique lui-même, quoi. Il a une vibration, quoi. Et ça, c'est quand même assez formidable. Très bien, donc Montigny-les-Bretonneux, et comme ça, vous pourrez refaire vous rafraîchir la mémoire avec tout ce travail de Ricardo Bofill en effet, sur le logement social, le fameux Versailles du peuple, comme on le disait tout à l'heure. Venons-en à la revue des tendances. Là, y a-t-il des interférences? Je dis tendance, interférence, ça rime. Bon, je vais vous proposer quelques images juste pour vous rafraîchir la mémoire, mais vous allez voir. Évidemment, on ne peut pas parler d'une année sans la mettre dans une sorte de cycle, c'est-à-dire l'année d'avant et l'année qui s'annonce. Il est évident que la figure de l'Agathon Vassal, avec qui avait gagné le Pritzker en 2021, mais je rappelle avant le prix Misandero pour une transformation. Là encore, c'était un signe très très fort. Ça donne quand même, j'allais dire, c'est un marqueur. Il me semble, de cette époque. La transformation, c'est on pourrait presque dire que c'est maintenant un invariant de tous les programmes. Régénération de la ville, on ne détruit plus, on transforme. Donc on ne va pas commenter les projets, mais c'est juste pour dire que, il y avait quand même des projets très forts, comme celui qui a gagné l'équerre d'argent là. Vous voyez que et il n'y a pas si longtemps, autour de cette même table, on parlait de ces bureaux de la RATP, au-dessus d'un atelier de réparation du métro, et bien qui ont été transformés eux aussi en logement. Et puis, évidemment, tous ces
là aussi, qui dit transformation dit aussi complément. Là, c'est l'interface que propose Koengokuma sur Albert Kahn. On se souvient de Meisenthal. Là aussi, c'est presque le maillon manquant. Vous voyez, c'est des choses qui reviennent sur compléter une œuvre. Donc, on vient de parler de ce collège, là, c'est se mettre dans la copie. Mais là, il fallait inventer la suite, hein. Et c'est ce qu'a fait Anne Démiance à Nancy. Et puis, parce qu'évidemment, on dit toujours que les tours, c'est fini ou c'est anachronique, mais moi, ce que je note, c'est qu'il y en a toujours de plus en plus, et que, précisément, c'est l'objet de travail sur on peut dire, la typologie des tours, leur articulation. Ça, c'est juste devant ou au-dessus, je devrais dire, l'Opéra de Sydney, donc cette Keek Quarter Tower par 3XN Architects. Et je voudrais signaler ce travail d'Odile Deck sur le forum de Barcelone. Ce qui est intéressant dans le travail d'Odile Deck, là, c'est une transformation de tours, là encore. Donc on voit bien que c'est quelque chose où des tours dites obsolètes deviennent complètement autre chose. Et ça, c'est quand même un signe de notre époque. Alors, évidemment, on ne va pas faire comme si elle n'avait pas existé. Les tours du haut, qui là, ce n'est pas une transformation, si ce n'est la transformation d'un site, ont voulu absolument réinterroger la figure de la tour et poser la question de savoir qu'est-ce que c'était qu'une entrée de ville. Voilà. Après, on peut ouvrir le débat. Et puis, je voudrais quand même aussi souligner qu'en matière il y a toujours une expérimentation à l'œuvre, qu'il s'agisse d'une tour qui n'est pas singulière, qui est singulière et pas uniquement dans son unicité avec le duo, mais là, ce travail qu'on a déjà commenté autour de cette table de ce chef-d'œuvre à Taipei par Loma, ou bien de ce bâtiment universitaire mutualisé, là encore, nouveau concept. Il y a quelque chose là où ce collège Reggio, dont je vous avais mis j'avais mis un petit coup de projecteur sur ce projet d'Andrés Rake, tout à fait intéressant en termes de pédagogie et de réinvention, en effet, de l'espace pédagogique dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que les enfants y apprennent quelque chose, y compris l'architecture. Donc, et puis cette réaffirmation de la structure, qui est quand même une des tendances très fortes aujourd'hui. On en a parlé la dernière fois avec l'ENSA de Marseille, mais aussi, il ne faudrait pas oublier ce travail de la Kingston University par les Grafton, absolument extraordinaire, donc de Student Center, qui aurait valu d'ailleurs le prix Misandero, là encore. Donc on voit bien. Et puis ce travail, moins peut-être spectaculaire, enfin, mais qui, quelque part, renvoie à ce travail structurel avec un seul élément et autres. Voilà ce qui m'a semblé être des tendances de ces années. Alors, Richard. Non, la question, c'est pas quelle est la tendance, c'est qu'est-ce que ce paysage, je sais pas, est-ce que la question de la transformation, la question, non, c'est pas des choses qui sont pas des tendances. Je parle pas de tendance esthétique. Non, mais la transformation, c'est vrai qu'on l'a vu, surtout avec Vurpas, quoi. C'est vrai que à Lyon, par exemple, c'est vrai que on peut dire aujourd'hui que les bâtiments réhabilités, ils sont souvent plus intéressants que les bâtiments qui sont construits ex nihilo. Voilà pourquoi. Parce que quand tu fais un bâtiment aujourd'hui, tu as un programme, il faut que tu y répondes, il faut que ce soit complètement fonctionnel. Tandis que quand tu fais une réhabilitation, le bâtiment est déjà là, et donc ça permet de réinventer complètement le projet, et ça permet aussi, quelque part, tu as une certaine liberté, voilà, par rapport au programmiste, et puis après par rapport à l'AMO qui va, si c'est un concours, voir ton projet, parce que on revient donc, disons, à une plus grande maîtrise du travail de conception. C'est très bizarre parce qu'il y a plus de contraintes, mais tout ça, il y a à la fois plus de contraintes. Enfin, on pourrait dire qu'il y a plus de contraintes, mais en fait, non. Ben on est beaucoup plus libre, finalement, quand on fait une réhabilitation, que lorsqu'on fait un bâtiment ex nihilo. Mais quelque part aussi, le bâtiment qu'on a vu aujourd'hui de Bruegel, bon, c'est vrai qu'il était finalement voilà, assez libre, voilà, dans son travail, dans son projet. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu encore aujourd'hui, là comment
Le conservatoire. Ah oui, oui, bien sûr. Là, oui, là, on l'a vu. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, Mars, c'est que voilà. Oui. En plus, c'est ça. Et en plus, tu peux. Voilà, mais en plus, oui, c'est ça qui est fascinant, c'est que voilà, la transformation, ça permet d'avoir des démarches complètement différentes. Voilà, parce que, bon, comme tu l'as dit, tu vois, c'est une démarche. Mars, c'est une démarche archéologique. Voilà, tu vois, c'est vrai. C'est une démarche, oui, je pense, de traduction, voilà, ou d'écriture sur l'écriture. Hein. Après, Vurpas, c'était voilà, c'était encore autre chose. Et donc, peut-être ça. Oui, oui, finalement, je reconnais que ça m'a surpris ton interpellation, mais finalement, c'est vrai qu'elle est assez juste. Je pense qu'effectivement, en pensant, en abordant la question de la transformation, voilà, on pourrait peut-être refaire une sorte de cartographie des tendances aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que, voilà, par exemple, celle de Superfield, bon, pour le bâtiment de la Prade, on en a parlé, c'est vrai, mais voilà, il y avait tout un travail de... D'ailleurs, Superfield, ce serait intéressant aussi oui, peut-être de comparer. On pourrait presque comparer son travail sur la Prade avec celui de Mars, avec Nouvelle, quelque part, parce que c'est pareil, quoi. Superfield, c'était peut-être... c'est différent, parce que le bâtiment de la Prade, il était... Bon, la Prade, c'est vrai que c'est quand même un grand architecte, mais le bâtiment de la préfecture, là, il était un petit peu raté. Et donc, il a su réveiller voilà, toutes les potentialités de ce bâtiment. Et c'est vrai que je trouve que, on en a parlé cette année, mais en rajoutant les balcons, en lui donnant plus de profondeur, voilà, il a complètement changé la chose. Voilà, de redonner une sorte d'aura à ce bâtiment qui n'en avait aucune, quoi. Voilà, ça c'est assez. Donc, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant de peut-être même arriver donc à classifier les tendances donc, en matière de réhabilitation et voir que peut-être ça permettrait effectivement d'avoir un autre regard sur l'architecture d'aujourd'hui telle qu'elle se fait, telle qu'elle se conçoit. Non, merci beaucoup pour cette très intéressant questionnement. Isabelle. Non, mais évidemment, je pense que ça apparaît. En fait, ça apparaît assez évident à tout le monde. Les architectes le disent, tout le monde nous on le voit quand on découvre les projets. C'est vraiment ça qui apparaît, c'est que la contrainte imposée par la réhabilitation libère vraiment une espèce des degrés de liberté, quoi, donne des degrés de liberté supplémentaires, et c'est une sorte de gisement de créativité. Après, il faut savoir s'en emparer, il faut avoir une intelligence du projet. Bon, il y a toujours ce truc en plus très très passionnant du palimpseste, c'est toujours très excitant quand même de savoir, de découvrir les différents. C'est passionnant pour nous, critiques qui découvrons les bâtiments, mais pour les architectes, c'est absolument génial parce que c'est le socle c'est le socle du projet, c'est avec ça qu'ils travaillent et c'est avec ça qu'ils vont faire quelque chose après de plus ou moins inspiré, de plus ou moins génial. Mais la question que là je viens de penser à ça, non, j'avais quand même ça en tête, mais la question quand même parce qu'il y a quelque chose de un tout petit peu aussi contre-intuitif là-dedans. C'est-à-dire que je pense que ça peut se défendre vraiment théoriquement en soi, mais ça dit aussi quand même quelque chose de l'état de la commande dès lors que... Parce qu'on est obligé de libérer quelque chose, on ne peut pas imposer des normes, on est obligé d'être plus souple. Quand on transforme des bureaux en logements, eh ben, on peut pas imposer exactement les mêmes normes que quand on fait du neuf, quoi. C'est pas possible, sinon on ne pourrait pas faire le projet. Mais ça dit quand même quelque chose de la rigidité, si on parle du logement, par exemple, du peu de marge de manœuvre, de liberté qu'ont les architectes dans ce domaine et un peu du drame que ça représente. Ça dit quelque chose aussi, c'est un reflet de la privatisation de la commande, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de maîtres d'ouvrage privés qui font des projets de qualité, mais enfin quand même, il y a une course à la rentabilité, il y a une absence de prise de risque, il y a une absence même d'intérêt pour l'architecture qui se manifeste globalement dans le neuf et auquel on peut échapper
quand on fait ces projets-là. Après, même quand ils sont... Et après, alors, juste pour... Je vais donner un exemple de plus, parce que c'est quand même intéressant. J'étais à Londres, et même Zaha Hadid se met à faire... Enfin, Zaha Hadid, architecte, se met à faire de la réhabilitation. Ils font un projet, là, ils transforment une tour de logement, en ce moment, à Monaco. Alors, eux, leur critère pour faire de la réhabilitation, c'est qu'il faut quand même qu'ils puissent faire de l'architecture. Ça veut dire qu'ils puissent faire du Zaha Hadid... que ça ressemble quand même à un truc de Zaha Hadid à la fin, quoi. Mais eux-mêmes s'y mettent. Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais quand même dire une chose. C'est que donc c'est réjouissant par rapport à la créativité, mais je dirais que même quand c'est pas inspiré, même quand c'est raté, enfin c'est une tendance qui est à la fois nécessaire, et puis il faut s'en réjouir, même si philosophiquement j'attends Philippe au tournant qui va nous parler d'une société sans ruine ou pas. Mais je veux dire, on peut le déplorer, parce que si de plus en plus de projets sont des projets de transformation, on peut, pour des raisons philosophiques, trouver ça triste, mais en fait, on en est quand même là aujourd'hui. On est à ce moment de l'histoire où l'avenir de l'humanité passe malheureusement par son passé, et on en est responsable. Hein, donc, voilà, donc tant mieux si ça peut produire quand même de l'architecture, tant mieux si c'est un gisement d'invention et de créativité. Et je voulais signaler d'ailleurs au passage que je viens de recevoir le dernier numéro de Architectural Review, où ils mettent en valeur tout un tas de jeunes agences dans le monde entier. Et sur la sélection qu'ils font, je ne sais pas, il y a 6, 7, 8 agences. Il y en a au moins 3 qui sont spécialisées dans la réhabilitation et qui ont l'air de faire des projets fantastiques. Radar au Brésil, Notan en Belgique, Scott Whitby Studio au Royaume-Uni. J'ai noté celle-là. Mais ça, voilà, c'est pour corroborer cette analyse que tu faisais. Philippe. Alors moi, je dois dire que je ne m'étais pas tellement posé la question de la transformation quand tu as parlé du bilan de l'année, parce que mais ça m'intéresse en partie parce que c'est pas par là que je voulais commencer, mais quand même, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la fameuse loi sur l'artificialisation des sols, la loi ZAN. Le ZAN. Parce qu'il me semble que là, on est au cœur de quelque chose d'extrêmement important, puisque ça pose toute la question éternelle. On a besoin de logements, où est-ce qu'on les fait? On ne peut pas prendre les terres agricoles, mais on ne veut pas densifier en ville, on ne veut pas de tours, mais où est-ce qu'on va les mettre? La question est énorme, et elle est d'autant plus énorme qu'on voit par exemple que, on sait qu'il y a des quantités de professions aujourd'hui qui ne peuvent pas trouver, qu'il y a des restaurants qui n'ouvrent pas, etc., enfin, des tas de commerces qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils ne peuvent pas loger leurs employés, que c'est un vrai problème de plus en plus grave. Mais même plus grave que ça, on a vu que la semaine dernière, les émeutes à Dublin, par exemple, qui sont probablement attisés par des groupes d'extrême droite et se servent de l'immigration, etc. Il y a quand même le problème, vous allez à Dublin, c'est impossible de se loger. C'est une ville dingue. Ils ont eu 100 000 Ukrainiens qui sont arrivés en Irlande. C'est pas moi qui taperai sur les Ukrainiens, loin de là. Mais pour les gens qui habitent dans toutes ces villes, ne pas se loger devient un problème vraiment, vraiment grave. Et avec des conséquences politiques extrêmement désastreuses. Donc c'est vraiment un problème. Je trouve que... Donc là, c'est très bien. J'entends Isabelle qui dit notre avenir est dans notre passé. Certainement, mais il est probablement pas que là, parce qu'on ne pourra pas... Pardon, je voulais dire dans notre patrimoine. Mais je ne suis pas là pour... Oui, bien sûr, mais je rebondis sur ce que tu dis, mais je pense qu'il y a l'obligation quand même de construire. Là, il y a un problème. Bon, ça, c'est la première des choses, la chose qui me paraît cruciale aujourd'hui. Je peux juste réagir là-dessus une seconde. Mais construire, oui, mais il faut aussi avoir conscience qu'il y a un nombre de bureaux vides et de... Non, mais c'est pas opposé. Je n'oppose pas l'un et l'autre. Il y a pour le coup, il y a un stock exploitable. D'où l'idée du moratoire de Charlotte. C'est ça, je ne sais pas si ça suffira à loger tout le monde, sans doute pas, mais ça peut être intéressant. D'accord, mais enfin, il y a des tas d'endroits où il n'y a pas le patrimoine qu'il faut. Enfin bon, c'est une question complexe. Mais il y a autre chose d'ailleurs. Je trouve que je reviens sur la Biennale de Venise, qui avait pour la première fois une femme africaine, Leslie Loko, venant du Ghana, etc. J'étais, moi, il y a 3 semaines, à la triennale d'architecture de Sharjah aux Émirats Arabes Unis, qui avait aussi une
femme africaine, nigériane. Bon, et ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu apparaître un certain nombre de choses. Par exemple, l'idée qu'il y aurait une opposition frontale entre un Global North, comme ils disent, et un Global South, un Nord et un Sud. Avec cette idée, bien sûr, que le Nord serait responsable du colonialisme, de l'esclavage, etc. J'en ai parlé avec la commissaire de la Triennale à Sharjah, et elle reconnaissait que c'est bourré de paradoxes, parce qu'on ne peut pas aller aux Émirats Arabes Unis, donc à côté de Dubaï, pour défendre le Sud. Est-ce que vraiment Dubaï, c'est le Sud? On a tous les critères du capitalisme exacerbé là. Est-ce que, bon, sans parler des questions de l'esclavage, où les pays arabes, et voire les pays africains, ont eu grandement à faire. Mais, et parallèlement, il y a aussi cette idée intéressante pour le monde de l'architecture, quand même, de la constitution d'une élite africaine, asiatique, dont ces gens sont censés parler au nom des sans-voix. Mais ce sont tous des gens qui habitent à Rotterdam, à New York. Ils travaillent tous. La commissaire de la Triennale de Sharjah, elle a travaillé chez Omar, elle a travaillé chez SOM. Et d'ailleurs, respect pour elle, elle est retournée travailler au Nigeria maintenant. Donc c'est parfois plus compliqué encore. Mais je veux dire, cette idée que l'architecture en fait n'a pas été touchée, par exemple, par le mouvement MeToo. Par exemple. Je dis ça parce que, ou de façon extrêmement parcellaire. Il me semble que les questions décoloniales, les questions de wokisme, et c'est pas forcément ma tasse de thé, hein, mais il me semble que ça va venir dans ce monde, parce que pour l'instant, c'est assez écrasé, je trouve, dans le monde de l'architecture. Ça n'est pas très apparent. Ça finira par l'être, me semble-t-il. J'ai vu apparaître des critiques. D'ailleurs, je crois que le film avait été passé aussi à Venise, des critiques sur l'architecture anglaise dans certains pays africains, où on montrait que les bâtiments avaient été conçus pour qu'il y ait dans l'axe l'église, etc. Donc, ce côté d'une critique d'une architecture coloniale, bon, il me semble que c'est important aussi. Voilà. Maintenant, je dirais que dans les quelques bâtiments, quand même, des choses qui m'ont intéressé. Il y a une chose dont on n'a pas parlé ici, c'est ce qu'a fait Alain Moati pour L'Oréal. Je pense que ce serait bien qu'on en parle ici. Rue Royale. Rue Royale, même si... bon, je ne veux pas en parler. Je n'en dis rien parce que je trouverais serait bien qu'on le mette au programme. Voilà. Très bien. Tendance future. Oui, oui. Voilà. Sophie. Oui, Avant qu'on passe aux cartes blanches. pas facile de prendre la parole en dernier sur le sujet. Peut-être une chose à rappeler, bon, il y avait une excellente exposition ici à la Cité titrée Un bâtiment, combien de vies, la transformation comme acte de création. Voilà, moi je consulte régulièrement le catalogue qui est magnifique, hyper intéressant. Donc finalement, le fait qu'on parle de patrimonialisation, c'est quand même une notion qui est relativement récente à l'échelle de l'architecture. Et par contre, là, quand on regarde la sélection, elle est représentative du fait qu'il y a patrimoine et patrimoine. Et donc, l'idée de récupérer du bâti ancien pour le réhabiliter, introduire des nouveaux programmes, au départ, c'était plutôt dans des bâtiments industriels. Et aujourd'hui, on est plus dans la préservation avec les considérations écologiques. On est plus dans la préservation d'un bâtiment générique ou presque sans qualité. Je crois que le bâtiment sur lequel sont intervenus les data architectes pour faire donc les bureaux transformés en logements, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, aurait pu être démoli. Idem avec Mars Architecte, c'était quand même dans un tel état au niveau comment dire, de la qualité constructive, il était tellement abîmé que quelque part, on peut imaginer qu'il y a quelques années, c'est aussi un bâtiment qui aurait été démoli, mais aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle tendance qui arrive, c'est tout ce patrimoine de la seconde moitié du XXe siècle, ce dont c'est une réflexion qui avait été entamée par Rem Koolhaas à la Biennale de Venise en 2010. Donc on se souvient de Chronochaos.
Donc je pense que là, ce serait intéressant de relire ce manifeste. Donc là, c'est plutôt la question de qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder, qu'est-ce qu'on fait de tout un patrimoine construit après la Seconde Guerre mondiale, qui est parfois un patrimoine très impopulaire, comme le patrimoine brutaliste. Quand on voit en Angleterre les coupes sombres qui ont été faites, enfin les démolitions drastiques sur le patrimoine brutaliste, c'est quand même notamment les logements des Smithson à Londres. Les Smithson. Et là, il y en a encore d'autres. On peut imaginer que la tendance qui se dessine sur le territoire français, eu égard par exemple au travail de Lacaton, Vassal et Druot sur le Grand Parc à Bordeaux, on peut imaginer que Robin Hood Garden, le bâtiment des Smithson, ne serait pas démoli aujourd'hui en France. Donc ça, c'est une vraie question. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Donc on va vite passer aux cartes blanches. Il nous reste un quart d'heure. Alors, carte blanche, on va commencer par... on va revenir à Sharjah. Philippe, alors, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Je suis allé voir justement, c'était très intéressant parce que justement, c'était une triennale, où n'étaient pas invités les gens de l'Europe du Nord, ou du monde occidental, plus largement, parce qu'il n'y avait pas non plus d'Australiens. Et ce qui était intéressant, c'était que, comme je l'ai dit, la commissaire s'appelle Tosin Oshinowo. C'est une architecte nigériane qui est passée par Roma, comme je l'ai dit. Et ce qui était très intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis... Alors, on a dans cet endroit où vous avez donc une espèce d'architecture, comme on peut l'imaginer, générique à la Dubaïote. Ce qui m'a fait... ce qui m'a fait marrer, au fond, c'est que les quantités de projets qui étaient présentés, c'était des cabanes. C'est-à-dire qu'on avait, alors je sais que des cabanes, des huttes, des igloos, alors on les avait sous toutes les formes. Alors, et ça m'a rappelé ce qu'avait écrit Bruce Begou quand il a écrit C'est la hutte finale. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que il y avait par exemple, je crois que les gens qui écoutent ne voient pas les images, ou ils les voient après, mais il y avait par exemple une tente qui était en béton. L'idée, elle était d'ailleurs très, très réussie et très belle dans le désert. Donc, l'idée étant de montrer que justement l'habitat précaire des réfugiés est en fait pérenne, et que quand on est réfugié, souvent on l'est à vie. Donc ça, c'était une première chose. Mais ensuite, il y avait donc des igloos en plumes. Il y en avait de toutes ces formes. Et c'est intéressant parce que, comme on sait que selon le fameux livre de Joseph Rickvert, La maison d'Adam au paradis, quelle était l'architecture d'Adam, dans quoi vivait-il quand il a fallu, quand il vivait nu, avait-il besoin d'architecture? On a l'impression là on a beau être dans des triennales, soi-disant, censés nous montrer l'avenir, en vérité, on est dans des architectures les plus basiques. On a des espèces de spécimens comme ça, d'architecture sympathique, mais dont on n'a pas l'impression que les grands problèmes soient saisis, quoi. Voilà. Alors, quittons Sharjah, le Golfe, pour aller à Bruxelles avec toi, Richard. Alors, Richard, Jamel Klouch est en train de transformer, là encore. Transforme. Voilà, c'est ça. Donc, il a transformé, quoi. Mais tu vois que c'est une tendance. Oui, tout à fait, mais lui, tu vois, il n'a pas transformé comme Marx, tu vois, à la manière d'un traducteur de Dostoïevski, pas du tout, quoi, tu vois. Il a transformé les tours du World Trade Center comme un urbaniste transforme une friche industrielle, quoi. Et donc cette transformation, ça que je trouve trop génial, c'est qu'elle est avant tout programmatique. Bon, de toute façon, il ne faut pas regarder les images, elles sont totalement à côté de la plaque, c'est lui qui me les a envoyées, mais bon, c'est pas... Comme je suis malade, je n'ai pas pu j'ai pu rien faire. Mais donc voilà, il faut imaginer, quoi. C'est deux tours comme ça qui sont posées sur un socle, voilà. Et lui enfin, il n'est pas tout seul d'ailleurs parce que. Il y a 51-4. Voilà, non, surtout c'est pas ça. Il y a Jasper Eyers. Bon, cette agence-là, c'est une grosse agence de Bruxelles, et c'est eux qui refont tout le quartier. Et donc ils avaient la tour à faire, quoi. Mais je sais pas comment on appelle ça, c'est l'architecte en Belgique là qui décide de tout. Il a dit non, c'est pas le Baumeister. Le Baumeister, il a dit non, t'arrêtes là, t'arrêtes. Bon, oui, d'accord, mais j'ai le concours. Donc il s'est pris quand même 75% des honoraires, et le projet, il a été fait donc avec Jamel Klouch et l'AUC, pardon, et 51 N4. Voilà, tu vois, avec 25% des honoraires. Voilà, donc
je ne sais plus trop où j'en étais, mais voilà, donc tu as 2 tours. Voilà, c'était les tours de bureau qui étaient complètement obsolètes, avec des plafonds très très bas. Donc on ne savait pas trop quoi en faire. Donc ils ont proposé d'abord le socle, d'agrandir le socle et puis mettre des trucs dedans. Donc je ne me rappelle plus trop quoi, mais ça n'a pas d'importance. Et puis ensuite de mettre à la fois un hôtel, du logement et puis des bureaux. Voilà. Mais les bureaux étaient dans les tours, c'était super emmerdant parce que les tours étaient trop basses de plafond, elles étaient plus aux normes, quoi. Tu vois, putain, comment tu peux faire, quoi. Donc l'idée c'était de dire, voilà, on va faire une barre qui va relier les 2 tours. Cette barre, elle va avoir une grande hauteur sous plafond. Donc par exemple, les gens qui sont punis dans le bureau bas sous plafond, ils vont pouvoir rentrer, oui, qui sont punis dans le bureau qui est dans la tour bas sous plafond, ils vont pouvoir entrer dans la galerie et puis là, respirer un gros coup avant de retourner dans leur truc. Et surtout le truc, et surtout, la chose c'est que, voilà, après dans les tours, c'est comme je sais pas, un McDonald's, tu as une tranche de viande, une tranche de pain, et là, c'est un bureau, logement ou hôtel, bureau, tu vois, voilà, je mangeais que ces références, bien sûr. Voilà, donc, voilà, c'est surtout le truc programmatique qui est complètement délirant, et puis c'est vrai que ça, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas les photos, j'ai dit pour les miennes, et c'est vrai que ça marche quand même bien, quoi, parce que la grande galerie, si tu veux, bon, tu as des arbres partout, comme ils font maintenant, tout le monde fait ça, donc tu as des arbres en pot comme ça, cylindriques, et après donc tu as des... c'est assez beau, parce qu'il n'y a pas de porte. Oui, c'est ça, c'est la tendance aujourd'hui aussi. C'est une tendance aujourd'hui très importante, puisque par exemple, dans le logement de François Brugial, il n'y a pratiquement pas de porte. Et puis c'est vrai que j'ai hésité à présenter la maison là, de RCR, la maison entre 2 murs, qui n'a pas de porte, même pas dans les chiottes. Donc c'est vrai qu'on fait la porte maintenant, c'est vrai que c'est terminé, quoi. C'est assez clair et net, tu vois. Donc, la porte et la fenêtre jusqu'au sol. Voilà. Donc là, il n'y a pas de cloison dans la galerie, il n'y a pas de porte, il y a juste des boîtes comme ça qui sont complètement étanches. Donc tu peux voir les gens s'engueuler, mais tu n'entends pas ce qu'ils se disent, quoi, tu vois, ça va être assez génial. Voilà, donc c'est plutôt cool, quoi, voilà. Après, le problème, je pense, le gros problème, c'est que... Bon, excuse-moi, Jamel, pardon. Mais une petite critique, c'est que, bon, franchement, le projet, il est vraiment hyper intéressant, il est vraiment hyper ambitieux, il est vraiment hyper bandant. Mais le problème, c'est vrai, c'est que, tu vois, quand tu vois les tours, bon, tu vois, je sais pas, la tour de piano, par exemple, pour le TGI, quoi. Bon, tous les détails sont à la mesure de l'espace, quoi, c'est sûr. Tandis que là, après, les détails, c'est pas ça, quoi. Bon, il y a beaucoup d'idées, voilà, ça qui est bien. Il y a beaucoup d'idées, mais après, peut-être les choses ne suivent pas, parce que bien sûr, c'est Jasper Ayers, donc c'est Jasper Ayers qui a après qui suivait derrière, mais c'est sûr que c'est un gros. On ira voir. Gros lourd, quoi. Oh, le mieux, c'est d'y aller. Voilà. Sophie. Alors Sophie. Oui. Donc, moi, je voulais présenter ce soir un livre. Rapidement. Hein. Oui, rapidement. Très rapidement. C'est un livre qui est réalisé par l'Atelier Canal, dirigé par Patrick Rubin. Donc déjà, c'est un ouvrage collectif qui rassemble pas mal de profils différents à l'agence, dont les designers, donc Valérie de Calignon. Et d'autres. Et donc, ce qui est très intéressant comme démarche, c'est une démarche collective, donc aussi bien dans la fabrique, mais dans le fait de venir réunir un grand nombre de contributeurs. Donc, c'est le 4e opus, et à chaque fois, c'est sur des sujets très intéressants. Donc, il y avait eu justement la question dans le numéro 3 de construire réversible. Et donc l'agence revendique ce procédé d'action recherche, c'est-à-dire que les projets qui sont réalisés à l'agence servent de support pour un travail de recherche. Et donc là, ce dernier opus, 4e opus, est titré Z et s'intéresse aux zones en déshérence. Et donc qui pour eux sont des zones en devenir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des présentations de projets, il y a des textes d'écrivains, il y a un très bon texte de Richard.
voilà, que je vous conseille de lire. On le reconnaît de loin. Voilà. Et en fait, bah, c'est intéressant parce que là, voilà, il vient évoquer, il écrit sur ce qu'évoque pour lui cette question de la zone. Et en début de livre, faut vraiment s'y pencher parce que c'est très riche. Donc il y a tout un répertoire sur la terminologie. Donc zone, c'est quoi? C'est zone logistique, zone d'enfouissement, zone ferroviaire. Je donne quelques exemples. Après, on a les ZAC, les UP, zone périphérique, ZAN, etc., etc. Voilà. Donc c'est édité par Canal Architecture et avec un très beau graphisme, des dessins. Voilà. C'est enthousiasmant. Ce qui est très intéressant dans la démarche de Patrick Rubin, justement, c'est quelqu'un qui en plus a lancé un master à l'école de Marne-la-Vallée, justement sur la transformation. Oui, c'est vraiment quelque chose, là, quand je parle de tendance de fond, c'est réel. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout auto-centré. Voilà, ce n'est pas un faire-valoir de l'architecture, il y a un vrai partage. Je suis d'accord, bravo Sophie d'avoir mis en valeur cette collection dont je pense beaucoup de bien aussi. Isabelle. Alors moi je vais vous parler le plus rapidement possible de la Battersea Power Station de Londres. Les Pink Floyd. Ancienne centrale électrique, donc bâtiment absolument gigantesque, emblématique de l'Est londonien avec ses 4 grandes cheminées blanches qui donc étaient plus en activité depuis très longtemps. C'est un projet, c'était une sorte de serpent de mer comme ça. Pendant 40 ans, les projets se sont succédés, ont été abandonnés les uns après les autres pour différentes raisons. Il a même été question, je crois, de faire un stade à cet endroit-là, puis de raser complètement l'ensemble. Et finalement, donc c'est un projet immobilier aussi délirant que I2, qui est sorti du chapeau. Ouais, c'est tragique. C'est une sorte c'est de la violence immobilière pure. Enfin bon, voilà. Le bâtiment lui-même, c'était un peu cette icône quand même de l'architecture industrielle et même de la ville, est rendu à peu près invisible par les complexes de logements de Foster et Gehry qui s'étalent de part et d'autre. Donc Foster, c'est une sorte de méga vague en verre bleuté comme ça, avec une sorte de trou carré percé au milieu, comme on fait MVRDV, mais MVRDV l'ont fait dans des projets quand même assez marrants. Là, c'est vraiment c'est innommable. Et l'autre, c'est du Gehry vraiment cynique et c'est vraiment cette espèce de montagne de cubes là, obèse, péniblement dynamisée par un twist. Non mais c'est désolant, c'est que des logements de luxe. Et il y a aussi des logements de luxe qui ont été mis sur la centrale elle-même quand même, de part et d'autre. Et sur le toit, sur le toit, il y a des villas à 8 millions de livres. Parce que voilà, tout ça est quand même pour une clientèle voilà, enfin, qui est au-dessus, voilà, c'est pas le commun des mortels. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur de la centrale, un travail de restauration qui rappelle un peu ce qui a été fait à la Samaritaine, de la partie qu'ils ont restaurée, c'est-à-dire vraiment de traiter le moindre carreau comme ça de céramique comme une pierre précieuse, de tirer tout vers le luxe. Parce qu'on a une halle des années 30 qui est un peu art déco et une autre qui est plus années 50, un peu plus industrielle, très brute comme ça. Donc c'est juste absolument sublime. On a l'impression de marcher, je sais pas moi, dans de l'or, enfin chez Picsou, version art déco, hein. Non, c'est très très beau, mais avec à l'intérieur c'est Rolex, Cartier, Omega. Enfin, ça c'est une partie, l'autre partie c'est plus The Couples, Calvin Klein, Starbucks, et c'est obscène, c'est vraiment, ça va pas du tout. Non mais voilà, enfin c'est désolant. Et puis c'est toute cette partie de l'est de Londres parce que ça prolonge le quartier qui s'appelle le quartier de l'ambassade américaine, là, qui s'appelle Nine, je sais plus quoi. Enfin c'est toute une continuité exactement dans le même esprit, voilà. Et puis alors quand vous sortez quand même du métro, donc c'est une nouvelle station de métro, je crois, qui s'appelle Battersea Power Station ou Battersea. Et là, vous sortez du métro et donc il y a encore des panneaux un peu qui restent parce qu'il y a encore des travaux, parce qu'ils ont quand même fait la partie logements sociaux, mais ils l'ont pas intégré, ils l'ont mis beaucoup plus loin et c'est encore plus dégueulasse.
Et là, sur les panneaux, il y a marqué, il y a tout un programme qui vous prend à partie sur comment vous pouvez sauver la planète, 9 conseils pour sauver la planète. Alors, placez votre argent dans des placements d'économie durable, prenez-moi l'avion, etc. Non, mais c'est un niveau de foutage de gueule. Enfin, je veux dire, mais si c'était pas tragique, ce serait comique. Voilà. Bon, en tout cas, là, on peut dire que c'est une transformation. Parce qu'on a parlé de ça, c'est une transformation ratée. Outrage, comme ils disent dans Outrage. Architectural Review. Voilà. Voilà, il me reste quelques secondes, je ne développerai pas, mais une fois n'est pas coutume, je vais parler de ce qui se passe dans la maison, aussi en ce livre, livre de l'exposition Le métro, le Grand Paris en mouvement. En fait, c'est comment une infrastructure révèle une architecture et crée de la ville. C'est ça le sujet. Le projet, il est sur l'urbain, beaucoup plus que sur les transports. Mais évidemment, sans jamais oublier le métro, du métro à la métropole 1900-2030. À très bientôt. Bravo.